Authentique et humaine. Elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être là. On est tous là, nous aussi, toute l'équipe. Olivier Guillet, bonjour Florence Lamoureux. Florence, c'est celle qui répond au téléphone, qui vous parle et qui vous met en lien avec nous en studio. Recherchiste extraordinaire aussi pour l'émission. Il va s'en dire. Quand même, il va le s'en dire. Olivier lit vos commentaires. Sébastien qui est à la régie technique et Maxime est avec nous, bien sûr, à la mise en onde pour tout ce qui est numérique. On a une petite équipe qui, aujourd'hui, vous propose une émission pas piquée des verres. En fait, on va avoir la visite du docteur Amio. Il va nous parler de cette annonce qui a été faite aujourd'hui. On devrait tous être très heureux. Puis je sais pas, on l'est comme pas par rapport à l'annonce des 500 000 nouveaux patients là, qui vont avoir un médecin de famille. Ça, c'est en théorie. Dans les faits, j'ai très hâte de voir ce que le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec va nous dire tout à l'heure. Ils ont annoncé donc ce matin qu'ils avaient atteint leur fameuse cible. Vous vous souvenez, là, on s'en est beaucoup parlé ici, cette cible de 500 000 nouveaux patients inscrits. Ça fait partie de l'entente qui a été signée avec la FMOQ et le gouvernement du Québec. Et ça donne aux médecins une prime d'environ 2,5 % en plus là, de leur augmentation salariale. Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a 556 473, c'est assez précis, pas 474, 473 personnes de plus qui ont maintenant accès à un médecin de famille ou à un groupe de médecins de famille, un GMF. C'est ce qu'a dit le ministre de la Santé. Eh bien, on devrait être content. Vous me direz si vous êtes content, vous tantôt, si vous y croyez. On va d'abord parler aussi d'une autre. Il y a beaucoup de choses dans l'actualité aujourd'hui, ça nous intéresse vraiment. Là. Il y a 4 fois plus de radars mobiles qui vont être déployés sur nos routes. 66 nouveaux là, à court terme, des radars photo qui vont être, nous dit-on, déployés dans des zones, c'est toujours un peu ça, accidentogènes. Ça veut dire là où il y a le plus d'accidents. Mais par expérience, on a tous remarqué que des fois, c'est pas le cas. Ils sont juste là où c'est plus payant, c'est-à-dire où il y a le plus de monde. Qu'il y en ait plus près des écoles, c'est une très bonne idée. Je pense que tout le monde va être d'accord avec ça, surtout à Montréal où on a tendance à couper les coins ronds, pas respecter les feux rouges. Bref, même si on n'a pas le droit de tourner sur le feu rouge ici à Montréal. Et toujours est-il qu'à terme, c'est 250 là, qu'on prévoit qui seront déployés progressivement sur tout le territoire du Québec. Alors, ça va s'ajouter à ce qu'il y a déjà. Et ça s'ajoute quand même aussi aux patrouilles autoroutières qui sont souvent là pour vous donner des contraventions, pour vous rappeler que vous pouvez pas dépasser les limites de vitesse. Les limites de vitesse, c'est ça l'enjeu. C'est quand on regarde nos limites de vitesse, qu'on les compare à ce qu'il y a dans d'autres provinces ou d'autres pays. Tu sais, t'as envie de dire... J'y pensais en venant là sur l'autoroute Notre-Dame, qui à mon avis est l'équivalent d'une autoroute. Là, quand vous partez, si vous allez sur Notre-Dame le long du fleuve, vous partez de l'ouest de l'est du centre-ville, mettons, puis vous allez dans l'est de Montréal, c'est cette route-là, qui est une autoroute. Je veux dire, il y a comme 3 voies. Ça traverse toute la ville. C'est un raccourci c'est un espèce de périphérique, là. C'est notre périphérique. Ben, c'est 60. 60, la limite. Réalisez-vous. 60, c'est vraiment pas vite, là. Après ça, il y a la congestion. C'est ça, j'allais dire, ouais. Alors, puis il y a des photoradars, là. Dès que tu passes le pont Jacques-Cartier, t'as un photoradar qui est là. D'ailleurs, ton GPS te le dit. Attention, photoradar, c'est 60 la limite. La plupart des gens doivent ralentir. Puis c'est pas parce que c'est des grands excès de vitesse qui se font là. Mais c'est que 60, mettez les dons à 70. Là, mais ça ferait moins d'argent, tu comprends? Parce qu'il en attrape chaque fois. On va en discuter tout de suite d'abord avec vous. Je vais vous entendre là-dessus. Oui, appelez-nous 1-877-827-2346, 187-Cube Radio. La route, ça touche tout le monde et surtout nos auditeurs. Je suis convaincu, vous pouvez nous appeler et nous donner des détails par rapport à ces fameux radars photo. Ben, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Trouvez-vous qu'on en avait besoin de plus? C'est ça, notre question. On la pose à Robert Poetti, qui a été ministre des Transports, qui a été policier à la Sûreté du Québec dans la grande région de Montréal. Bonjour, Robert. Hey, bonjour à vous. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Ça va bien. Je vois que t'es dans ta voiture. Je me suis dit, tiens, on va être concept, là. On va se faire un décor je voulais que ça soit... Bon, qu'est-ce que t'en penses? Je voulais que ça soit tranquille.
Qu'est-ce que t'en penses? Ben, j'en pense pas. J'en pense pas mal parce qu'il faut reculer un peu l'histoire. C'est peut-être le seul avantage d'être un peu plus vieux, mais tout ça a commencé en 2006. Là, il faut quand même se le dire. Ouais. Et puis en 2009 a été le premier lancement du projet pilote. On n'est pas en avant de quelque chose de nouveau là. Non. Disons-nous ça. Et moi, je m'étais opposé au fait de pouvoir les mettre où les municipalités voulaient. On s'est opposé à ça, même à la Sûreté du Québec. Mais quand j'ai été ministre des Transports, ça a toujours été dit, on veut ça pour les sites accidentogènes, donc les endroits où il y a plus d'accidents, puis également les zones scolaires. 100% aux zones scolaires. J'ai un petit mini bémol, je veux dire qu'à la fin juin, quand il n'y a plus les écoles, s'il n'y a pas un parc, une cour d'école où les gens s'amusent et tout, là, on a encore cette 30 km/h ou ce photoradar-là. Ça, je suis moins certain qu'il fait le travail pour les supposer faire. Mais malgré tout, je pense que les photoradars, dans des sites accidentogènes, il y avait 80% des gens qui, dès le début de l'implantation de ça, l'appuyaient. Les photoradars au feu rouge, pour moi, ça pourrait être partout. Parce que passer sur un feu rouge en milieu urbain, vous mettez votre vie en danger puis celle des autres aussi. Clairement. Alors, clairement. Après ça, il y en a peut-être des gens s'en rappellent. Il y en avait un photoradar sur 15 Sud vers le pont Champlain et moi, je l'ai fait retirer. C'était celui qui était le plus payant. Ouais. Donc là, pour la prémisse de dire il installe ça pour faire de l'argent, moi, quand j'étais là, c'était pas ce que je pensais. Mais tu n'y es plus, mon cher Robert. Tu n'y es plus. Et ceux qui ont suivi se sont fait dire, en arrivant au ministère des Transports, c'est vraiment payant. Écoute, juste pour donner des chiffres, l'année dernière, les radars photos, là, ils ont rapporté 133 millions de dollars. 133, une somme record. Écoute, c'est 33, c'est quasiment 30% de plus en un an, là. Et là, on nous dit, là, Québec, pas fou, dit, ben là, attends, on va en installer d'autres, puis ça prouve qu'il y a des clients, tu comprends? Il y a des clients pour les radars photos. Nous sommes tous les clients des radars photos. Mais les mobiles, oui, mais ça vient principalement des radars mobiles, donc qu'on peut déplacer. Et là, ben, compte tenu des travaux, ben, il les déplace surtout dans les secteurs où il y a des travaux. Donc, il y a une question de sécurité aussi là, puis on demande aux gens de diminuer dans les sections de travaux, pour les travailleurs, évidemment, les signaleurs, puis votre propre sécurité, là. Donc, parce que, vous savez, il y a une Robert, quand il n'y a pas juste des comptes. Oui, ça, c'est vrai. Mais l'augmentation, c'est surtout faite dans les endroits où il y avait des travaux routiers. Et moi, j'avais fait inscrire, parce que vous allez le voir à l'occasion, parce que c'est écrit photoradar possible. Parce que les gens, ben en fait, l'organisation là pour les photoradars voulait qu'on écrive photoradar, mais c'était pas sûr qu'il y en avait un. Ça se pouvait ou ça se pouvait pas. Comme ça, les gens vont avoir peur puis ils ralentiront. J'étais contre ce concept-là. Il faut être transparent avec les gens. Exact. Il faut aussi souligner, et c'est moi qui ai fait ajouter possible parce que il se déplace. Et pas une journée, c'est possible qu'il soit pas là. Une journée, ça se peut qu'il soit là. Mais il faut aussi se dire que les gens, ils sont avisés des photoradars. Les mobiles, on les voit. Là. Des fois, on les voit trop tard, mais les mobiles, les voit quand il y a un panneau avant. Mais les autres, les GPS peuvent nous l'indiquer également. Mais c'est tous les autres le font. Qu'on ne sait pas qui existent. Mais les autres, soudainement, attention, tous les autres, avant d'arriver, presque 1 kilomètre avant, il y a les panneaux qui disent photoradar à l'avant. Ils sont signalés, ils sont identifiés. C'est les mobiles que les gens seraient peut-être moins habitués parce qu'une journée il est là, l'autre journée il y est pas. Mais ça, écoute, tu me permettras, parfois c'est bien indiqué. Parfois, souvent, ça ne l'est pas. C'est comme les panneaux de signalisation à Montréal. C'est comme les panneaux de vitesse. Des fois, tu le cherches, le policier qui t'arrête. Moi, ça m'est déjà arrivé de te dire, je dis, écoutez, il est où le 40? Moi, je me suis fait attraper à 40 sur Avenue du Parc. Sincèrement, en bas d'une côte, tu te dis, excusez-moi, c'est parce qu'on était 3. Ça fait boum, boum, boum. Et j'ajouterais, parfois, c'est possible aussi. Ça dit radar possible. Donc, il y a comme l'option de l'avoir. C'est moi qui ai là. Oui. C'est ça qu'il dit. Mais ça, c'est moi qui l'avais mis. Parce qu'au début, monsieur, il voulait juste
Photoradar, est-ce qu'il va en avoir un? Parce qu'on avise les histoires. Puis ils ont dit, non, on a plusieurs ralentiront, personnes sinon. qui veulent intervenir, Robert, qui entendent ce que tu nous dis. Et entre autres, Maxime, lui, qu'est-ce que vous en pensez, Maxime? Je pense que vous avez pas forcément, c'est pas une bonne nouvelle pour vous, forcément. Maxime? Est-ce que Maxime est là? Oui, il est là. Je OK. J'avais fermé mon micro juste pour pas vous déranger. Allez-y, Maxime, on vous écoute. Bonjour. Moi, je trouve qu'en somme, c'est une bonne idée, les photoradars à viser. Ça fait ralentir le monde dans des lieux problématiques. Mais les pièges à con, comme je vais vous nommer ça, c'est vendredi dernier, j'étais pris j'entrais dans le tunnel direction nord, dans un trafic. Et je regardais le photoflash de l'autre côté, direction sud. C'était quasiment un stroboscope. Ah ouais, c'est tous les gens qui se faisaient attraper, c'est ça? Presque. Je vous dis, franchement, à toutes les 4 secondes, ça flashait. Je trouvais ça stupide parce que j'ai jamais vraiment vu d'accident nécessairement à la sortie du tunnel. Et la sortie du tunnel, Maxime, on s'entend, c'est une autoroute, là, ça roule, il faut que ça roule. Oui. Si tu roules à 40, tu retardes le groupe, t'es un danger sur la chaussée. Exactement, puis de l'autre côté, là, on rentre à Montréal. Exact. On arrive à un moment donné, ça roule, oups, ça freine d'un coup. Ouais. C'est comme... Pourquoi? Parce qu'il y a une affiche photoradar possible. Oui, non, je m'excuse, j'ai mal, voyons. Expliquez, allez-y. D'arriver au tunnel, il y en a un stable. Le monde, il savent où tu es. Fait que ça roule à 120, ça arrive là, tout ça. Ah ben oui, c'est ça. Moi, je dis souvent, là, pour le monde qui ne savent pas, on peut rouler jusqu'à 114. Au-dessus de 114, ça flash. Mais en bas de ça... Ah oui, attendez. Vous dites, on peut rouler jusqu'à 114. Pas sûr, Robert. Comment vous savez ça, Maxime? Vous tenez ça d'où? Vous tenez ça d'où, Maxime? Dans le temps, j'avais entendu ça au 98.5, je m'excuse. C'est pas forcément une source fiable. Il y en a certains que c'est ça, puis d'autres que c'est pas ça. Mais vous êtes mieux de nous croire, nous, ici, au 99.5, Maxime. Oui, merci. Je vais demander... Mais merci de l'avoir fait, merci bien. On va demander à Robert Poitier. Robert, tu sais, c'est comme quand tu es sur l'autoroute, puis tu dis la police, jusqu'à 117, je suis correct. Même si 118, 117, je vais être correct. Ah, c'est-tu 118? Mais c'est pas... Tu viens-tu de nous donner C'est-à-dire que si c'est le policier qui l'évalue, sur les autoroutes, je parle pas dans Montréal, mettons, vous montez à Québec, vous allez à Trois-Rivières, juste la 40, la 20, les policiers ont un seuil de tolérance, là. Alors, mais ça dépend des conditions. Ils vont laisser faire, mais si... Non, Isabelle. Ça marche? Si c'était comme ça, le seuil de tolérance de ça marchait comme ça, Isabelle, t'aurais jamais de billet. C'est pas une question de face, là. C'est une question de moyenne. Donc, ça, c'est un secret. Je vous le dis vraiment, là. Ouais. La moyenne des vitesses, ces appareils-là, ils sont programmés. Puis j'ai déjà eu un billet de photoradar. J'en ai eu un, je l'avoue. Il était 2h30 du matin sur la 40 vers Trois-Rivières. Donc, je l'ai pris dans la région de Mascouche. Je partais de chez moi. J'avais quelqu'un qui avait besoin d'aide à Québec. Mais j'ai passé à 116. Et puis, j'ai eu un billet. Qu'est-ce que ça fait? C'est que le photoradar va prendre un certain nombre de véhicules pendant un certain nombre de temps. Donc, peut-être pendant 1 heure ou 2, il voit les vitesses passer. Et là, il y a une tolérance, mais si la moyenne des véhicules qui excèdent le 100 km, lui, il fait la moyenne à 104 ou à 108 ou à 100 ou 115. Moi, j'étais 1 ou 2 kilomètres au-dessus, j'ai eu le billet. Alors donc, c'est des moyennes. C'est pas vrai qu'il est programmé à 118, mais le policier, lui, a un pouvoir discrétionnaire. Que la machine photoradar n'a pas. Mais la machine, elle a pas. La machine, elle fait la moyenne du flux de circulation. Elle fait la moyenne du flux de circulation. OK, fait que donc, si on roule, mettons, dans mon fameux exemple de Notre-Dame où c'est 60,
si je passe à 62, parce que tu comprends, moi, je freine, là. C'est exactement ce que Massime disait. Moi, je roule souvent le matin, tu sais, tu roules à 62, 64, 65, c'est pas... Sincèrement, tout le monde roule à plus que ça, là. Mais tout le monde freine pour être en bas de 60. Mais si on est à 62, ça veut pas dire qu'on va avoir une contravention. Non. Parce que s'ils font la moyenne. Pas du tout. OK. Bon, ben, on va Pas relaxer du un tout. petit peu là-dessus. L'appareil fait une moyenne d'un certain nombre de véhicules. Si la moyenne était 64, 65, ben à 66, vous allez l'avoir. OK. On a beaucoup de commentaires, Olivier. Énormément. Et là, tu parlais de Notre-Dame, que si on pouvait peut-être l'augmenter à 70, peut-être 80 dans le meilleur des cas. Mais là, quelqu'un nous mentionne, Jean-Pierre de Longueuil, si on met à 70, ben le monde va aller à 80. 80, 90 et ainsi de suite. Donc, pour certains, c'est comme François, si tu suis les limites de vitesse, tu n'en auras pas de problème. Donc, pour plusieurs personnes, en ce moment, je regarde, là, les gens semblent plutôt positifs par rapport à ça, en mode, suivez les maudites limites de vitesse. Non, mais moi, mais sincèrement, moi, je n'ai pas de contravention à 60 sur Notre-Dame. T'es sûr non, complètement. Puis, il y en a pas tant que ça qui se font attraper parce que tout le monde freine. Et moi, j'en ai plus sur le fait que ça devient un frein à la fluidité pour une zone qui devrait être considérée comme une autoroute et qui fait en sorte qu'il y a des milliers de véhicules par jour qui vont de l'ouest à l'est, qu'on prend de Montréal, où on n'a déjà pas beaucoup de route là, pour nous permettre. D'ailleurs, ça a été bloqué cette semaine là, pour un délit de fuite. On l'a su, là, une heure de pointe épouvantable, chaotique. Mais Isabelle, il faut quand même se dire, là, Notre-Dame ne répond pas à la définition d'une autoroute d'aucune façon. Il n'y a absolument rien, il n'y a pas de muret qui sépare les voies. L'autre chose, moi je vais le dire bien franchement, l'état catastrophique de la chaussée sur Notre-Dame, à 70, je suis surpris que tu as encore des pneus puis des roues sur ta voiture. C'est Notre-Dame. L'autre chose, Notre-Dame est un endroit où ce que les camions du port de Montréal sont tout obligés d'utiliser. Alors, c'est pas très sécuritaire, Notre-Dame. Bon, je suis d'accord avec toi, par contre, que sur les côtés, il n'y a pas d'école, il y a très peu de maisons, des il y a un gros terre-plein. Je comprends là, que t'as pas de muret. Non, il n'y a pas de séparation. Ben oui, il y a pas de séparation. Mais il y a un terre-plein, voyons donc. Je suis là-dessus. Je le fais 4 fois par jour. Moi, je le fais aussi. Pas tout le long, là. Pas tout le long sur Notre-Dame, là. Ben, moi, je serais game pour être sur le comité avec toi de évaluation du statut autoroutier de la rue Notre-Dame. J'adorerais travailler là-dessus, moi. Bénévolement, moi, je m'offre comme ça. Toi aussi, je suis sûr. Ben, c'est bon. Mais moi, honnêtement, quand Waze ou les applications me donnent le chemin et me font prendre Notre-Dame, je le prends pas. Je prends Ontario, Sherbrooke. Moi, je suis comme toi maintenant, Robert. J'évite, là. C'est terrible, terrible. D'ailleurs, notre prochain invité va... Écoute, pour une fois que c'est pas que moi qui va chialer sur le trafic, je vais tellement être contente de vous la présenter. Mais avant, plusieurs commentaires. Oui, 187 Cube Radio. Ben, c'est choquant aussi, hein, parce qu'on a parlé du côté, respecter les maudites limites de vitesse, mais il y a aussi l'aspect que c'est comme des taxes déguisées, là, qui donnent pas vraiment quelque chose au bout de la ligne, parce que dans certains cas, en effet, c'est des routes qui sont très, très, très achalandées et qui font exprès, on va se le dire. Et j'aimerais juste aussi faire la nuance entre... Ça, c'est quelqu'un qui dit ça, ils font exprès de mettre des photoradars. Ben non, mais dans le sens que, tu sais, c'est quoi la différence entre 115 ou 125? Il n'y a rien pantoute, donc à part juste donner une contravention dans cet entre-deux. Oui, 125, t'es mieux sur une autoroute. Là. Absolument, oui, bien entendu. On parle d'autoroute. Mais je veux juste faire la différence parce que j'ai eu la question, M. Poetti. Tu voulais réagir à ça, Robert? Oui, parce que entre 115 et 125, je vous conseille pas de l'essayer lors d'un accident, parce que vous allez voir la différence du 10 km. Non, mais je parlais de 50, je parlais des zones de 50, des zones de 60, là, quand c'est des 3 voies, là. Et puis, en même temps, c'est sûr qu'on peut tous ambitionner. Si on met 70, le monde va rouler à 80. Si on met à 100, les gens vont rouler à 110. En même temps, je pense qu'on s'entend tous que près des zones scolaires, ça devrait être de facto. Tu devrais même pas avoir besoin de mettre un photoradar. Tout le monde devrait savoir que c'est une zone scolaire. Veux-tu juste... Moi, je mettrais 25 à la rigueur à Montréal, dans certains quartiers, parce que il y a du monde qui roule en malade. Il y a des enfants qui sont morts. Tu sais, ça a juste pas de bon sens, ça. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il faut rappeler ça au monde, tu vois. Étonnamment, on a fait des opérations radar à la demande de certaines écoles. Je parle de la sûreté à l'époque, mais Montréal, c'est la même chose. Et plus de 50 à 70% des gens qu'on a arrêtés en infraction étaient des parents des enfants de l'école. Oui. Qui allaient reconduire ou qui repartaient.
Ben oui, c'est sûr. Alors, c'est malheureux. il y a de l'éducation à faire complètement avec ça. Maître Vicky Powell est avec nous. Elle est avocate criminaliste. Elle est suivie par près de 50 000 personnes sur Instagram. Elle fait beaucoup de contenu juridique. Puis on tenait à vous parler, Maître Powell. Puis ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, c'est une grosse journée de trafic pour vous. Je disais tout à l'heure, je suis contente de ne pas être la seule à chialer contre la circulation dans laquelle je suis souvent prise, comme bien des auditeurs qui nous écoutent. Là. Mais ça vous est arrivé, là, Vicky, là, aujourd'hui. Là. Mauvaise journée, là. Ben, je dirais que c'est de base, c'est de routine à Montréal. Quand on habite dans le centre-ville ou qu'on a notre bureau dans le centre-ville, là, on doit apprendre à dealer avec ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, des photoradars ou radars photo? Là? C'est devenu pour beaucoup de gens synonyme de taxe cachée. On a beaucoup d'auditeurs qui nous rappellent ça. En même temps, c'est normal qu'on surveille un peu plus les routes. Robert Poetti, ex-ministre des Transports, ex-responsable de la circulation dans le Grand Montréal à la Sûreté du Québec, nous rappelle aussi que l'état des routes est tellement pitoyable que rouler trop vite, on devient vite aussi un danger public pour les autres ou on arrache les pneus de notre voiture. Fait que bref, en même temps, c'est vrai qu'avec le réseau qu'on a, tu peux pas rouler trop vite. Mais non, c'est besoin incroyable. de rajouter... Sur Notre-Dame. Ah oui, c'est terrible. J'ai vu des gens au moins 3 fois depuis les 3 derniers mois perdre des roues littéralement sur Notre-Dame. Ouais. Les roues perdues. Mais donc, a-t-on besoin de plus de radars photo, d'après vous, Vicky? Mais ça, c'est un peu une question d'opinion. Tu sais, oui, c'est une taxe cachée, mais en même temps, c'est sûr que ça va être réinvesti au profit de la ville. Donc, je pense pas que nécessairement c'est une mauvaise chose. Surtout, ce que j'ai vu, c'est que ça allait être placé dans des endroits stratégiques, notamment des zones scolaires. Puis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, là, je vous entendais, je pense que c'est des zones où il y a des personnes qui sont extrêmement vulnérables, puis où un accident est vite arrivé. Donc, dans des zones résidentielles ou dans des zones scolaires, je vois pas nécessairement le problème. Je peux même voir ça comme un avantage parce que quand il y a on voit les policiers qui sont là avec leur photoradar là dans les zones scolaires, j'en vois pratiquement toutes les semaines. Ouais. C'est sûr que ça va être du personnel policier qui va pouvoir être utilisé à d'autres fins ou à d'autres endroits. Donc c'est sûr que il y a des pour, il y a des contre, mais moi je pense que je vois ça quand même pour un pour. Ouais, il y a énormément. Je pense que vous avez beaucoup vous de dossiers sur votre bureau là, de grands excès de vitesse, de radars photo, des délits de fuite aussi là, des gens qui sont courus après par des policiers puis qui essayent d'échapper à la police. Très mauvaise idée à la base. Je pense que Robert Poetti pourrait renchérir, mais vous voyez ce genre de dossier souvent. Est-ce que c'est plus qu'à d'habitude? Je dirais que même ces temps-ci, là, même dans des zones de 80, je vois des vitesses assez impressionnantes, là. On dirait, peut-être que c'est juste qu'il y en a plus actuellement, mais les gens dans des zones de 80, ils montent jusqu'à 120 ou même sur la métropolitaine, là, avant que ce soit toujours congestionné. Proche du Royal Mount, les gens étaient capables de monter jusqu'à 130, 140 en pensant que c'était une autoroute. Donc, je pense que mettre des photoradars à ces endroits-là stratégiques, ça va pouvoir, je l'ai entendu tout à l'heure, ça va venir bloquer la fluidité. Oui. Je pense peut-être le contraire, parce que quand il y a un accident sur ces bretelles-là, parce que les gens roulent comme des fous, là, on se ramasse dans un entonnoir. Donc, je pense qu'on peut voir les deux côtés, puis du bon, du mauvais des deux bords. Ben, c'est-à-dire que là, vous avez raison, c'est que si le monde se met à rouler en malade, et puis il y en a tout le temps des malades là, qui roulent à 130, 140, clairement. Moi, j'étais juste 10 km de plus. Moi, je disais, tu sais, au lieu de 60, on peut-tu 70 quand t'as 3 voies? Il y a du comme, puis on peut tous, après, on respecte tous cette limite-là. C'est pas d'aller à 2 fois cette limite-là, bien évidemment, parce que là, je suis d'accord avec vous. Là, on court après le trouble. Robert, je t'entendais vouloir réagir là-dessus. Ouais. Ben, c'est-à-dire que, tu sais, Isabelle, je t'apprécie beaucoup dans ton travail. Mais là-dessus, je suis dans le champ, c'est ça? Mais, c'est-à-dire que tu es dans le champ. Trafic, c'est ça. Si on augmentait de 10 km la vitesse sur les autoroutes, où il y a un champ, si tu perds la route, c'est pas mal. Mais en milieu urbain, je suis obligé de dire que je suis moins favorable à une augmentation de la vitesse en milieu urbain. Il y a de plus en plus de vélos, de plus en plus de gens qui marchent, de plus en plus de gens qui courent. Le milieu urbain est pas fait pour des vitesses. Ouais. Mais Notre-Dame, on est en milieu urbain. Notre-Dame, on est en ville, Isabelle. Oui, mais c'est pas comme au coin de Saint-Hubert et Mont-Royal, tu comprends, dans le plateau. C'est pas rien. C'est pas la même affaire. On est en ville. Ben, non, Isabelle, on est en ville. On est en ville, mais la ville a différentes. La ville, il y a une belle mixité. Mon Dieu, je parle comme
comme un conseiller oui. municipal. Il y a une belle mixité. Il y a des rues différentes. Il y a des grandes artères. Il y a toutes sortes d'affaires dans une ville. Ouais. Moi, je parlais juste de Notre-Dame parce que c'est le méchant bordel tous les matins. Mais toujours est-il que, Vicky, vous envoyez, vous d'ailleurs, sur Notre-Dame cette semaine, il y a eu un délit de fuite en plein milieu de la nuit. On essayait de voir s'il y avait Mais eu il y des en a informations. beaucoup ces temps-ci. Il y en a, Oui. c'est incroyable. Des poursuites policières qui se ramassent à... C'est dangereux, puis les gens le réalisent pas nécessairement, ou même des manœuvres dangereuses. C'est ça que j'expliquais tout à l'heure à quelqu'un. Tu sais, quand on veut faire un changement de voie rapide puis qu'on revient dans la voie, ça peut devenir, selon les circonstances, une manœuvre qui est dangereuse. Puis c'est quand même 9 points d'inaptitude, là. Donc, des fois, j'ai l'impression que les gens réalisent pas l'ampleur de la gravité de leur comportement sur la route. Mais ça, c'est un dossier beaucoup plus large. On dépasse simplement le photoradar. Là, Absolument. on parle de la conduite puis du comportement des automobilistes. Il y a eu un cas encore cette semaine de rage au volant. Je veux dire, là, ça devient... T'envoies des... Hier, j'ai vu 2 malades là, en pleine heure de pointe. Ils devaient rouler à 140 là, dans l'autoroute Ville-Marie, là, puis 2 qui se coursaient. Là. Tu dis, OK, regarde, il n'y a pas de police. Il n'y a jamais de police. Robert, peux-tu m'expliquer ça? Comment ça se fait qu'il n'y a pas de police pour les pogner ceux-là? C'est assez dur dans le tunnel. C'est assez dur. Ça va être assez difficile dans le tunnel La Fontaine ou le tunnel Ville-Marie d'intervenir. C'est là que les photoradars auraient toute leur efficacité. Parce qu'ils mettraient pas en péril la vie autant des citoyens qui conduisent beaucoup trop vite, mais aussi des policiers. Comment tu peux intercepter quelqu'un dans le tunnel Ville-Marie? Faut que tu le suives, puis que tu l'emmènes à une sortie. Ça, c'est complexe. Dans le tunnel Ville-Marie, je serais pas contre, parce qu'effectivement, les gens roulent très vite à l'intérieur du tunnel Ville-Marie, mais tout ça est une notion, mais moi, je voudrais quand même terminer sur un point positif, parce que on parle beaucoup de blessés, puis oui, parce que encore là, ça c'est pas bon pour mon âge, mais dans les années 80, on avait 3 millions de véhicules au Québec. C'était le parc au complet. On avait 2400 morts chaque année. Je parle pas des blessés. Aujourd'hui, on a le double du parc automobile, c'est-à-dire on a entre 7 et 8 millions de véhicules automobiles. Rappelez-vous, pour la moitié, on avait 2400 morts. Aujourd'hui, puis comprenez, là, un mort, c'est un mort de trop. Mais aujourd'hui, on a moins que 400 morts sur les routes. On a fait un progrès phénoménal. C'est 2200 morts de moins au Québec sur nos routes, avec le double de véhicules. Ça, je dirais que la majorité des Québécois font bien la chose. Maintenant, ces règles-là... nous le dire. Oui, en même temps, tu sais, regarde, cette nuit, là, où j'ai vers 6 heures du matin, dans Hochelaga, le quartier Mercier Hochelaga Maisonneuve, il y a un gars, 50 ans, il venait de voler une voiture. Il roulait à tombeau ouvert, là. Ça a l'air que c'était 140, 150. Il a frappé un autre véhicule. Puis finalement, c'est lui qui s'est ramassé, je pense, dans le muret. Puis il a perdu la vie. En tout cas, une collision d'une incroyable violence. Heureusement qu'il était 6 heures du matin, pas trop encore de circulation majeure. Mais ça, des gens comme ça, c'est comme les multirécidivistes de l'alcool au volant. T'arrives jamais à les pogner. Ça, c'est des criminels de la route. C'est des criminels? C'est des criminels. Toutes les campagnes d'alcool au volant, là, je vais être honnête avec vous, là, ça conscientise, ça me conscientise moi, quand je suis dans une fête, toi, ta famille, les gens qui se disent, ce soir, je fais attention, qui conduit. Mais les gens qui ont des problèmes d'alcool, je vais être bien honnête, je les critique pas, mais c'est une réalité. Ces campagnes-là font pas le travail pour un certain groupe de personnes. Exactement. Et ça, celui d'hier, c'est un vol de voiture. C'est criminel, là. On s'entend. On est devant un criminel. Je comprends, mais... Merci, Robert Poitiers. Le mot de la fin, Maître Vicky Powell? Donc, on peut conclure, c'est une bonne idée si on les met vraiment là où il y a du travail à faire auprès des automobilistes, zone scolaire, là où il y a le plus d'accidents, là où c'est dangereux, pour rappeler donc aux automobilistes de faire attention. Mais sinon, vous nous dites, faudrait éviter que ça devienne quand même des endroits à cash, là. Ben, je pense ça aussi, puis aussi dire aux utilisateurs de la route que si jamais ils reçoivent un photoradar, qu'ils peuvent le contester, là, c'est quelque chose qui est contestable. Le photoradar, c'est pas une présomption absolue. Donc, oui, des fois, on est tenté de plaider coupable rapidement, mais avant peut-être d'enregistrer le plaidoyer, au moins minimalement prendre le temps de regarder la photo, de voir si la plaque a été bien captée, puis si c'est bien notre plaque qui a été captée aussi, là, parce que des fois, une confusion, ça existe, là, une machine, c'est une machine. C'est rare parce que ça fonctionne quand même bien, ce type d'appareil-là, mais de quand même porter une attention, puis après ça, prendre une décision par rapport à la suite de leur contravention. Ouais. C'est combien en moyenne un photoradar? Combien ça coûte?
quand même cher. Je pense que ça dépend des zones. Mais parce minimalement, ouais. Et Seigneur, je peux pas vous dire, ça fait... j'ai jamais eu de photoradar, plusieurs je me suis déjà fait prendre pour vitesse, ouais. mais ça dépend aussi des zones, là, parce que dans une zone de construction, ça coûte cher. Ouais, ça coûte exact. très, très cher dans une zone de construction. Il devrait y avoir aussi des tarifs quand il y a des travailleurs quand c'est un chantier actif versus un chantier désert. Il devrait y avoir 2 tarifs, là aussi. C'est un commentaire cynique de ma part. Merci beaucoup. Olivier, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Maître Vicky Powell, avocate criminaliste. Allez la voir sur Instagram. Robert Poetti, ex-ministre des Transports, ex-policier à la Sûreté du Québec. On s'arrête ici tout de suite après la pause. Je vais vous demander ce que c'est pour vous un homme aujourd'hui, en 2026. Il y a tout un débat intéressant à faire sur la masculinité. On en parle avec mon prochain invité. Restez là. Avec une voix aussi mielleuse, boire ses paroles est une évidence. Isabelle Maréchal. Qu'est-ce que c'est être un homme aujourd'hui? Vous allez dire, hey, méchante question, 1h30 le mercredi avant la game du Canadien de Montréal. C'est quoi être un gars, Olivier, pour toi? Être un homme? Ouais. C'est une grande question, en effet, un mercredi avant le match Canadien de Montréal. Non, mais écoute, il y a l'aspect, bien entendu, biologique de la question, mais je dirais quelqu'un... J'ai pas le choix, moi, d'y aller côté biologique, Vas-y. mais je sais qu'il y a l'angle aussi de quelqu'un qui s'affirme comme un homme devient un homme dans un sens, donc le ressenti. Mais moi, je vais le dire, moi, je suis pas derrière cette pensée-là, d'accord? Moi, je suis un homme, je suis Olivier Guillet, okay? Ouais. J'ai le corps d'un homme, point final. Pour moi, c'est ça. On va y aller là. Mais en termes d'attributs, de valeurs et tout ça, c'est la question qu'on va poser à notre public. Entendu. J'aimerais ça vous entendre, messieurs. J'aimerais entendre aussi les femmes qui nous écoutent, parce que c'est une grande question. Puis je pense que, tu sais, c'est comme être une femme aujourd'hui, au moment où parce que j'ai vu, là, c'est délicat. Oh oui, c'est un terrain glissant. Tu marches sur les yeux, tu dis, OK, je veux pas être trop woke, je veux quand même être un petit peu woke, je veux respecter tout le monde qui s'affiche autrement que la biologie peut nous l'indiquer. Fait que c'est très personnel aussi. Puis en même temps, il y a des faits. Mais toutes les réflexions sur les masculinités, je pense qu'il faut qu'on les ait, ces discussions-là, parce qu'on a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui écoutent toutes sortes d'influences, pas toujours celles qu'on souhaite, et qui se font influencer à penser que, par exemple, une femme, c'est dans la cuisine, ça devrait pas être à l'école, qu'un gars, ça doit forcément faire des poids, avoir une grosse masse musculaire. Il y a comme des stéréotypes comme ça qui sont forts chez nos garçons. Alors, on va en parler avec quelqu'un qui sait de quoi il parle, puis il vient de publier un ouvrage avec tout un collectif d'hommes. Ça s'intitule, et puis je vous le recommande vraiment, Masculin pluriel, regard sur nos masculinités. Il est en ce moment étudiant en doctorat en sociologie à l'Université du Québec à Montréal. C'est un communicateur scientifique. Beaucoup, ses travaux portent sur les hommes, sur les masculinités diverses, dans une perspective féministe. Intéressant. Exact. Sonny Carpentier, merci d'être là. Avec plaisir. C'est un méchant sujet, de questions quand on dit c'est quoi un homme aujourd'hui. Exact. C'est drôle parce que tous les 10 ans, je pense qu'on se la pose, cette question-là. Je me souviens d'avoir déjà animé des débats là-dessus. Début des années 2000, c'est quoi un homme à l'an 2000? 25 ans plus tard, est-ce qu'on a évolué dans la définition, vous diriez? Vous êtes tout jeune, là, mais comme c'est votre champ d'études, je me suis dit, il a dû lire des études. Je pense que oui, quand même. Je pense que déjà, en même temps, j'étais pas là avant, mais je pense qu'il y a quand même une réflexion sociale. Je pense que il y a des mouvements antiféministes qui sont très présents. On sait que le masculinisme gagne du terrain. Donc, ça fait en sorte qu'on se pose des questions. Puis, si on regarde du côté scientifique, du côté des sciences sociales, en sociologie, qui est la science que je pratique, évidemment, oui, il y a des avancées aussi. En fait, depuis les années 90, on réfléchit davantage aux hommes et aux masculinités. Ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de travaux, beaucoup en anglais, cela dit, peu en francophonie, mais ça s'en vient. C'est l'objectif de mon travail, d'ailleurs. Mais oui, donc, il y a de la science qui se fait, il y a de la nouvelle science qui se fait sur ce que c'est être masculin, puis qu'est-ce que ça détermine ou pas, qu'est-ce que ça crée aussi socialement chez les hommes. Donc, oui, ça avance, les réflexions. Vous dites masculin et non pas homme. Il y a une différence ici qui est importante à faire? C'est parce que, tu sais, le travail... Parce que l'homme, ça serait le genre, la référence au genre. Ou l'identité, tu sais. Je pense qu'on peut s'identifier, tu sais,
comme homme. Après ça, en sociologie, c'est pas intéressant dans la mesure où ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui va structurer l'idée du masculin, ce qui va être socialisé, ce qui va être appris. Donc, évidemment, je pense que c'est plus intéressant de parler de masculinité ou de masculin, puis qu'est-ce qui est masculin dans quel contexte, parce qu'un homme qui s'identifie homme, il s'identifie homme partout dans sa vie, tu sais. Mais après ça, moi, ce que j'aime poser comme question à des hommes pour réfléchir, c'est dans quel contexte est-ce que vous vous sentez masculin? Dans quel contexte est-ce que vous ne vous sentez pas masculin? Et là, ça devient une discussion qui est intéressante, en fait. C'est de savoir, OK, dans ce contexte-là, on répond à des attentes, parce que c'est ça, en fait, la masculinité, hein, c'est des règles qui changent d'un endroit à l'autre. C'est super dynamique. Donc, par exemple, on peut se sentir très masculin quand on est au travail, puis on contrôle tout, puis on est très bon. Mais si on s'inscrit au gym pour la première fois, puis là, on se sent inadéquat, là, on se sent moins masculin. Pourquoi? C'est parce qu'on respecte pas les codes. Donc, là, ça devient une discussion plus intéressante, en fait. Moins masculin et donc, mais pas forcément plus féminin. Parce que on n'associe pas. Parce que là, le fait d'être moins en possession de ses moyens, ça semble nous faire moins sentir masculin. C'est ça que vous dites, en fait. Pas nécessairement, mais ça dépend des endroits. J'avais le mot faiblesse en tête, mais je voulais pas le dire. Mais c'est beaucoup comme ça que les hommes l'interprètent aussi. Là. Oui, c'est beaucoup le vocabulaire qui ressort. Puis même quand on fait de la recherche, moi, je rencontre des hommes pour en parler, c'est souvent le vocabulaire qui ressort, mais il faut pousser derrière, c'est quoi, en fait. T'sais. Puis moi, il y a des hommes qui me disaient, par exemple, qu'ils rénovaient un chalet, puis quand ils allaient à la quincaillerie, c'est pas des gars super bons en construction, mais quand ils allaient à la quincaillerie, ils se donnaient le droit juste à une question, cet homme-là. Puis là, j'étais comme, mais pourquoi? Mais il dit, si j'en pose plusieurs, le commis pas savoir. Va se rendre compte que je sais pas de quoi je parle. OK, puis un gars, faut qu'il sache de quoi il parle. Dans ce lieu-là, lui, l'interprétation, la surveillance qu'il sentait sur sa masculinité, c'est qu'il devait savoir. Mais là, c'est fou, ça veut dire que pour répondre aux attentes de masculinité dans ce lieu-là, c'était limitant. Je veux dire, le gars à la quincaillerie, il est littéralement payé là, pour répondre à nos questions. Mais en voulant garder cette image-là de masculinité, en voulant respecter la masculinité du lieu, ça venait limiter sa possibilité. Donc, parce que vous parlez de plusieurs masculinités, puis je trouve ça intéressant parce qu'on parle souvent de la féminité, alors qu'on pourrait dire les féminités aussi, la masculinité qui devient les masculinités. Qu'est-ce que vous voulez dire par plusieurs masculinités? Il y a différentes façons de se sentir homme, de se sentir masculin. Oui, exact. Puis c'est intéressant, tu sais, ce que vous dites sur la féminité, parce qu'effectivement, je pense qu'on a, depuis les années 70, on a des travaux féministes sur les femmes, puis je pense que c'est un petit peu plus intégré. Il y a énormément de travail à faire, mais je pense que déjà, on sait qu'il n'y a pas juste une façon d'être une femme. On dirait que c'est comme plutôt intégré. Du côté des hommes, je trouve qu'il y a du travail encore à faire. On a encore cette idée-là de la masculinité traditionnelle ou la crise de la masculinité. Mais laquelle, en fait? Quelle masculinité? Il n'y a jamais eu juste une seule forme de masculinité. Puis c'est ça qui est intéressant. Il y a des travaux qui ont été faits qui démontrent que, en fait, la masculinité, c'est celle qu'on a dans un lieu précis. Donc, c'est quoi les règles? Quand je disais à la quincaillerie, c'est tout savoir sur la construction. En Centre Bell, c'est d'autres choses. Ça doit être fascinant pour vous en ce moment-là. Oui, c'est intéressant. Puis après ça, moi, quand je retourne au département de sociologie à l'université, tout savoir sur la construction, ça fait pas de nous quelqu'un de masculin. C'est de pouvoir nommer des sociologues qui sont morts depuis longtemps, par exemple. Donc, ce qu'on voit, c'est que ces règles-là, de ce qui fait de nous quelqu'un de masculin, il va changer d'un endroit à l'autre. Donc, il y a nécessairement plusieurs masculinités. Puis un homme, dans sa journée, il va en faire performer plusieurs. Moi, quand je vais faire du CrossFit, ma masculinité est complètement différente que quand je vais aider ma mère à jardiner le dimanche. Ouais, effectivement. Tu te sens plus homme au CrossFit? Pas nécessairement. En fait, au début, je dirais que je me sentais peut-être moins parce que je comprenais pas du tout ce qui se passait là. Tu sais, je me souviens d'être arrivé dans les premiers cours, puis il y a un langage, il y a des espèces de règles non écrites, sociales autour de l'endroit. Donc, non, au contraire, je me sentais vraiment moins homme parce que j'arrivais là, puis je savais pas du tout ce que je faisais, tu sais. Puis après ça, se sentir homme, tu sais, je veux dire... C'est quoi? Décrivez-moi c'est tellement donc difficile ça. à décrire. Ouais, mais t'as l'air de le vivre dans ton corps... C'est ça. Tu l'habites. Le corps, c'est un déterminant de position important. La plupart des hommes à qui j'ai parlé dans ma recherche à la maîtrise, par exemple, même encore aujourd'hui au doctorat, ils me parlent beaucoup du corps. Oui, ils me parlent de qu'est-ce que leur corps, ils le trouvent suffisamment masculin. Comment ils occupent un espace dans leur corps aussi. Est-ce qu'ils sont assez fiers? Donc... C'est des choses qui sont associées. Juste pour expliquer au public, tu es dans l'amplitude du mouvement. Oui, de prendre de l'espace. Fait que là, tu bombes le torse, t'as les épaules qui sont plus larges, t'as les bras qui sont... Tu sors les muscles. Donc, mais ça, je pense que ça fait partie de l'archétype de la masculinité traditionnelle du gars fort. Exact. Mais c'est ça qui est dommage, dommage, est encore là, le gars fort? Dans certains endroits, oui. Mais moi, là où j'arrive, là où c'est dommage, c'est que pourquoi, en fait, il faudrait respecter ça pour se sentir assez masculin? Exact.
Exact. Parce que non, ce ne sont pas tous les hommes qui respectent ce standard-là. Puis ça a des impacts négatifs. Donc, quand on ne respecte pas les règles de la masculinité dans un espace, ben souvent, on se le fait dire, on se le fait sentir. Tous les hommes à qui j'ai parlé m'ont parlé d'une surveillance des autres. Donc, des regards sur eux ou d'une auto-surveillance. Des autres gars? Ouais, les gars qui regardent d'autres gars puis qui jugent. Ou un petit commentaire, une petite blague où tu comprends en fait que, OK, je respecte pas la masculinité en ce moment. Il y a un gars qui me disait, moi, quand je vais faire du yoga, c'est majoritairement des femmes. Ouais. Je porte un short qui est plus court, mais je le porterai jamais au gym devant d'autres gars. Puis là, j'étais comme, ben pourquoi? Il dit, ben il s'est pas adapté. Tu sais, je veux dire ça, c'est correct quand c'est des femmes, mais je le mettrais pas. Fait que là, mais c'est un vêtement. Donc, c'est intéressant de voir ce vêtement-là, il est adapté, entouré de femmes, mais il l'est plus entouré d'hommes. Ouais. Ben ça, bon, ça arrive dans, tu sais, c'est partout, tu sais, c'est ça. Faut s'adapter à la situation. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est pourquoi ce vêtement-là, il est jugé masculin, entouré de femmes, puis là, il l'est plus, donc ça varie toujours. Tout à fait. Et surtout, quand tu parles des masculinités actuelles, il y en a une qui ressort beaucoup, c'est la masculinité toxique. On dirait que celle-là prend le pas sur les autres, tu sais, dans tout le... J'aime pas forcément l'expression la belle brochette de masculinité, mais tu sais, quand on présente les jeunes, les petits garçons qui grandissent, quand ils regardent tous les possibles masculinités qui s'offrent à eux, la toxique, elle ressort beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux depuis les dernières années. Puis je sais que c'est marginal, mais c'est une marginalité qui est forte. Tu sais, des Andrew Tate, il y en a pas tant, mais il y en a assez pour faire du dommage. Tu l'as mesuré un peu, ce dommage-là? Je sais que tu fais des conférences dans les écoles, tu rencontres beaucoup des jeunes garçons aussi. Qu'est-ce que tu sens là, sur le milieu, sur le terrain là, de ce qui se passe en ce moment chez nous au Québec? Ben oui, puis c'est là où je pense qu'il faut développer un langage plus intéressant pour parler de masculinité. Ouais. C'est parce que si on dit la masculinité, donc il y en aurait juste une, puis là, elle serait toxique. Ouais. Donc, puis aussi l'enjeu, là, ça casse les jambes. Là. Puis là, c'est comme, OK, ben on fait quoi avec ça? Puis moi, je suis d'accord qu'il faut qu'on s'intéresse à la masculinité. Je pense qu'il y a des contre-coups, il y a des choses négatives qui viennent avec la socialisation masculine. Puis moi, je suis présent pour parler de ça. Mais effectivement, je pense qu'il faut se permettre de réfléchir mieux à comment ça se rejoue, toutes ces choses-là. Puis de tomber dans soit qu'on est toxique, soit qu'on est positif. Pour moi, c'est non fonctionnel. C'est non fonctionnel parce que c'est comme si soit on est toxique ou on est toujours positif, puis en fait, l'un n'existe pas. Tu sais, je veux dire, ça se peut pas être que l'un ou l'autre. Ouais. Je viens de démontrer, là, dans les dernières minutes, que on s'adapte, on change, nos comportements s'adaptent selon les règles, donc notre masculinité s'adapte. Donc, ça se peut que des fois, on va être jugé, entre guillemets, toxique, ou on va avoir des comportements que j'aime dire compensatoires pour respecter les règles, qui peuvent être méchants, violents, ou moins... qui considèrent moins les autres, mais que dans un autre contexte, pas du tout. Tu sais, comme par exemple, un bon père de famille, je suis sûr qu'il est gentil avec ses enfants, mais ça se peut que ce soit un patron exécrable. Ça veut pas dire qu'il n'est pas un bon père. Donc, quand on réfléchit en termes d'adaptation ou de masculinité au pluriel, on peut prendre tout ça en considération. Mais depuis tout à l'heure, là, je t'écoute, Sonny, c'est un peu comme si c'est notre personnalité en tant qu'homme aussi, parce que c'est pas de choisir, c'est pas d'être catégorisé un homme comme ça, par exemple, un homme toxique, un homme pas toxique. C'est plus ta personnalité dans laquelle tu es un homme, OK, biologique, c'est le cas de le dire, mais après ça, moi, Olivier Guillet, je suis un gars positif, par exemple. Donc, je suis pas un homme positif, je suis Olivier Guillet dans un corps d'homme, un homme qui est une personne positive. C'est un peu ça, parce que là, on l'applique beaucoup à la masculinité, puis là, beaucoup de gens, tu sais, ils savent même pas c'est quoi un homme en soi, tu sais, parce que là, depuis tantôt, on donne l'éventail du type de masculinité. Mais c'est parce que t'as plein de constructions sociales autour de ça. Mais c'est ça, exactement, comme que notre personnalité est bâtie beaucoup dans le monde dans lequel on vit, dans notre environnement, dans plein de trucs. Tu sais, il y a l'aspect que c'est la société, oui, qui dicte un peu tout ça, mais c'est aussi comment qu'on grandit dans tout ça. Ben, c'est l'éducation, c'est le milieu. Exact. Mais tu sais, là, c'est la police de Longueuil là, qui est venue ce matin pour dire qu'ils avaient arrêté très jeunes là, qui font du trouble. Des jeunes qui font les jeunes de gang. On a vu là, à Brossard puis à d'autres endroits là, faire vraiment être violent. Puis là, tu sens qu'il y a l'effet de gang. Puis c'est beaucoup des gars. Puis c'est des mineurs. Comment ça se fait que... Est-ce qu'il y en avait autant avant? Est-ce qu'il y en a plus aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a plus parce qu'on en parle plus? Il y en a beaucoup, d'ailleurs, parmi ces gars-là qui pensent que les filles doivent être à leur service. Fait que là, on revient à la maudite masculinité toxique, mais c'est vrai que quand on s'attarde à ces exemples-là, on dirait qu'il y a que ça. Comprends, comme dans les modèles. Alors, comment on fait pour expliquer aux jeunes garçons, non, on va pas là, sois plus optimiste, justement, puis tu peux être sportif, mais t'es pas obligé de faire des poids, puis c'est pas ça être un gars. Tu sais, comment on peut avoir un discours différent, mais qui les accroche quand même, là?
Ben, tu sais, l'enjeu avec la personnalité, je comprends l'idée. Moi, après ça, en sociologie, c'est pas quelque chose qu'on utilise. C'est un peu psychologisant, dans la mesure, c'est comme si on avait une identité qui était en dehors de la société. Mais, tu sais, après ça, c'est intéressant qu'on ait des travaux de cette manière-là. Moi, c'est sûr, je travaille sur ce que la société nous apprend. Puis après ça, ben moi, je pense que dans l'apprentissage de la masculinité, encore aujourd'hui, il y a des choses à déraciner. Il y a des choses qu'il faut revoir. Comme, par exemple? Ben, c'est encore vrai aujourd'hui que les émotions sont associées au féminin, puis les femmes sont donc bien émotives, tandis que les garçons le seraient moins. Mais c'est pas vrai que les garçons sont moins émotifs. C'est juste que la société leur donne moins d'espace pour être émotifs. Ou les émotions vont passer peut-être dans d'autres manières de ressortir, par exemple. T'sais, on dit souvent, les petits gars, s'ils sont émotifs, va courir ou va te défouler. Ben après ça, un homme qui va vieillir puis que toute sa vie on lui a dit ça, ben s'il est un moment donné dans un bar puis il arrive quelque chose de négatif, ben peut-être qu'il va avoir envie de frapper dans un mur parce qu'en fait, on l'a reconditionné à dire quand tu as une grosse émotion, il faut que tu te défoules, tu sais. Donc, je pense que c'est plein de choses comme ça qu'on peut Alors que nous aussi, les filles, on est pareil, là. Ben oui, en fait, l'humain a besoin de se défouler à un moment donné. Ou en fait, l'humain est émotif, tu sais, dans le sens comme autant les hommes que les femmes, mais on a encore cette histoire-là. C'est-tu parce qu'il y a encore bien des vieux mononcles ou des personnes, là, tu sais, puis l'archétype du vieux mononcle peut être aussi une vieille matante, là. Et puis ça peut être une jeune vieille matante ou un jeune vieux mononcle. Tu comprends le concept du vieux mononcle, là, c'est pas relié à la vieillesse, à l'âge, tout ça, mais c'est à la pensée de dire, d'ailleurs, Donald Trump en a fait une cette semaine peu glorieuse. Il y a une petite fille, tu as sans doute vu ça, ça a été beaucoup partagé dans les nouvelles également, une petite fille qui veut jouer au basket, je pense, puis elle a peut-être 8-9 ans, donc elle a pas encore grandi, mais elle adore ce sport-là. Le président Trump lui dit « Ouais, mais à ta hauteur, tu devrais peut-être plus jouer au soccer. » Tu sais, c'est comme... Voyons, de quoi je me mêle? Tu sais, regarde-toi, t'es un grand gars, t'es président des États-Unis, mais peut-être ça vole pas toujours haut dans ta tête. On peut tous juger l'autre comme ça, mais c'est pas productif. Puis s'en prendre à un enfant en disant, toi, la petite, t'es petite, c'est un peu déplorable. Peut-être ça m'a touché, je l'ai vécu, là. Je me suis fait traiter de crevette, puis mais tu sais, bon... En même temps, est-ce qu'on est toujours pris là-dedans? Est-ce que c'est humain puis on s'en sortira jamais ou il y a de l'espoir, Sonny? Ben, je pense qu'il faut avoir de l'espoir. Après ça, c'est la grande question. Comment on va s'en sortir? Si justement c'est du social, si c'est des appris qui sont peut-être un peu parfois invisibilisés, en fait. Puis là, je pense que c'est ça. Il faut déjà réfléchir aux masculinités au pluriel. C'est déjà une bonne affaire parce qu'on se dit, OK, dans le fond, les hommes sont multiples. Ils ne sont pas qu'une seule chose. Ils peuvent avoir des comportements qui sont jugés problématiques quelque part, mais être quand même des bonnes personnes dans d'autres endroits. Donc, il faut réfléchir à tout ça de manière dynamique. Puis, je pense que ça nous ferait plaisir de déterminer qui cause ça, tu sais, parce que ça serait le fun. On va régler le problème, puis il n'y en aura plus, en fait. Mais c'est plus complexe que ça. C'est ça l'enjeu, tu sais, parce que moi, par exemple, je travaille pas sur le masculinisme précisément. J'ai des collègues qui le font, mais tu sais, je pense qu'il y a des gens qui se disent, si demain matin, il y avait plus de masculinistes, il y aurait plus d'enjeux. Mais non, en fait, tu sais, je veux dire, la misogynie ou le fait que des hommes vont violenter les femmes, par exemple, ou les tuer. Ça existait avant, ce mouvement masculiniste. Donc, c'est sur ça l'affaire. C'est qu'il faut réfléchir à comment on élève les garçons. Il faut réfléchir à tout ça. Puis je sais que ça a l'air gros dit comme ça, mais c'est dans les petites affaires. Un conseil que tu donnerais, par exemple, aux parents là, qui élèvent des petits garçons en ce moment? Une chose qui est intéressante, c'est que ce qu'on voit dans les recherches, c'est que plus on a une vision qui est restreinte ou fermée ou unique de ce que c'est la masculinité, plus il y aura des impacts négatifs. Par exemple, les hommes vont avoir plus de difficultés à créer des connexions avec les autres personnes, vont se sentir plus isolés, par exemple. Le taux de suicide va être plus grand aussi. Donc déjà, si on réussit à dire être un homme, être masculin, ce n'est pas qu'une seule chose. Ce n'est pas que le modèle qu'on envisage d'habitude. C'est aussi d'être un ami à l'écoute. C'est aussi d'aider sa mère à cuisiner. Exact. Tout ça fait partie de la masculinité. C'est aussi d'être émotif. Déjà, on s'offre plus de possibilités. Puis ce qu'on voit dans la science, c'est que il y aura moins d'impact négatif. Fait que si on a des garçons, ils peuvent faire le ménage, ils peuvent apprendre à faire le lavage, la cuisine. Ça fait partie de leur masculinité. Ça fait partie de leur masculinité. Exact. Puis les filles peuvent sortir les vidanges. Exactement. Puis aider dans la construction. Maman qui fait du gyps. Voilà. Puis papa qui jardine. Exactement. Voilà. En fait, c'est ça qui est amusant, c'est de renverser les rôles aussi. Oui, puis comme ça, tu as de l'empathie pour l'autre. C'est la meilleure façon, c'est de se mettre... Tu sais, l'empathie, c'est de se mettre à la place de l'autre complètement. Puis arrêtons de nous limiter, complètement. C'est donc avoir beaucoup d'ouverture dans les conversations avec nos jeunes. Exact. Puis arrêter d'utiliser des grands mots aussi. Tu sais, le mot fif, le mot ça circule encore beaucoup, là, Sonny. Oui, puis c'est de ramener les hommes à une espèce de féminité comme si c'était la pire insulte qu'on pourrait donner, tu sais. Complètement. Sonny Carpentier, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci bien. Sonny est étudiant. Éventuellement, il va être PhD en sociologie. Dans quelques années. T'es courageux. Genre d'études longues, mais fascinantes et importantes pour notre société. Merci beaucoup. Je rappelle le livre Masculin
pluriel, un titre fabuleux qui explique tout. On s'arrête ici tout de suite après la pause. Vous avez vu, il y a Stephen Guilbeault qui a annoncé cet après-midi qu'il démissionnait. On en parle avec quelqu'un qui l'a bien connu. Laure Variedel est avec nous. Isabelle Maréchal. Un remède naturel contre les mauvaises nouvelles. Isabelle Maréchal. Vous avez entendu aujourd'hui, c'est la grande nouvelle politique, le départ de l'ancien ministre de l'Environnement, ancien ministre de la Culture au fédéral, Stephen Guilbeault, un ancien fondateur d'Équiterre, un activiste écologique qui s'est embarqué dans la chose politique et qui finalement est obligé d'en sortir parce qu'il est un peu découragé. Je suis en compagnie de quelqu'un qui l'a bien connu, qui est une amie de la première heure, avec qui d'ailleurs il a fondé Équiterre, c'est Laure Variedel. Merci beaucoup d'être là, Laure. Merci pour l'invitation. Écoute, c'est fabuleux parce que ça tombe tellement bien aujourd'hui. Nous, ça fait longtemps qu'on a prévu de te recevoir aujourd'hui parce que j'aime te lire dans les pages opinion du journal. Souvent, nous sommes côte à côte d'ailleurs. Tu écrivais récemment Réveil au bout de la nuit où tu racontais ta nuit passée devant l'Assemblée nationale à militer pour Mères au front, qui est un organisme dont je suis, où on essaye de faire comprendre un peu à la société que les mères, mais aussi les pères, il y en a. Absolument. Steve Gagnon en fait partie, mais il y a plein d'autres gars qui font partie de Mères au front. Il y a Père au front, donc oui. Pour expliquer le lien important entre nous, nos enfants et l'environnement. Et tu écrivais des choses tellement magnifiques. Je me dis, il faut absolument que Laure vienne le dire à mon micro. Et là, il se trouve que Stephen décide aujourd'hui de quitter. Mais toi, tu savais un peu que ça se préparait. Ben oui, je le savais. Puis quand on cherchait avec Florence, ta recherchiste, une date, moi, je savais que ça s'en venait. Je me suis dit, OK, on va attendre que la nouvelle sorte pour que je puisse aussi en dire un mot. Parce qu'évidemment, qu'est-ce que t'en penses? Ben, est-ce que je suis pas surprise. Non, personne n'est surpris. Je pense qu'on savait. Non, je pense qu'il y avait de la misère depuis les derniers mois avec un Mark Carney qui a vite le mot oléoduc, en tout cas pas loin dans la bouche. C'est clair que Stephen Guilbeault pouvait difficilement rester, mais toi qui l'as bien connu, avais-tu été surprise qu'il aille en politique d'abord? Tu dis, je suis pas surprise qu'il en sorte maintenant, mais est-ce que tu es surprise? Ben, j'étais pas surprise qu'il y ait en politique. J'étais un petit peu surprise que ce soit avec le Parti libéral, j'avoue. Mais je savais que ça serait je pensais que ça serait au fédéral parce qu'il est intéressé aux enjeux climatiques. Puis on sait que le Canada étant un pays pétrolier, c'est là qu'on peut agir le plus. Puis c'est là que se font les grandes négociations internationales. Puis que ça donne un grand élan pour l'action climatique partout au pays. Fait que ça allait. Puis après ça, pragmatique comme il l'est, en même temps, c'est vrai que la probabilité qu'il puisse être dans une position où il prendrait des décisions, où il écrirait des règlements, où il écrirait des politiques à tout niveau, fallait choisir un des partis qui avait le plus de probabilité d'être au pouvoir. Puis évidemment, c'était pas les conservateurs. Puis c'est ça, je pense, qui est le plus choquant en ce moment. Puis Stephen l'avait déjà dit il y a quelques semaines, c'est que ce que Mark Carney est en train de faire, c'est des politiques conservatrices. Puis c'est pas pour ça qu'on a voté. Puis le Québec est en grande partie responsable de l'élection de Mark Carney avec l'Ontario. Là, on est la deuxième province qui a joué un rôle clé. Et on a beaucoup écouté Stephen nous dire que Carney allait être un bon premier ministre, qu'on pouvait lui faire confiance. Fait quelque part, je comprends Stephen aussi parce que nous, il sait qu'on lui fait confiance comme citoyen et citoyenne au Québec. Tu sais, on reconnaît Stephen comme quelqu'un d'intègre. Oui. Et en même temps, là, on regarde qu'est-ce que son gouvernement faisait, tu sais, et c'était absolument incohérent, alors que dans la plateforme électorale du Parti libéral, puis Stephen l'a mentionné dans des entrevues qu'il a fait récemment, 26 fois le mot climat est mentionné, pas une seule fois pipeline. Alors que maintenant, ce qui est en train de se faire, c'est une à une toutes les mesures qu'il a mis en place pour protéger le climat, pour s'engager dans une vraie action qui va faire du Canada puis du Québec une société meilleure et qui sera avantageux pour le Québec. Là, Carney, il agit juste dans l'intérêt de l'Alberta, pas du tout dans l'intérêt du Québec, parce que le Québec a intérêt à ce que le pays en entier, la planète en entière, passe à une économie libérée des énergies fossiles. Parce que nous, on n'en produit pas de pétrole, on produit pas de gaz. Au contraire, on a une longueur d'avance en hydroélectricité. Quand tu dis nous, c'est les Québécois, là. Oui, je parle du Québec. Là. Fait que c'est là qu'il faut qu'on aille. Mais ce qui est en train de se faire, c'est juste dans l'intérêt de l'Alberta. Complètement.
Mais c'est une des premières choses qu'il a dites la journée même où il est devenu premier ministre. Il a parlé, il a dit je suis un Albertain. Mm-hmm. Moi, ça m'avait frappé. Ouais. Je l'avais mentionné et chaque fois, il démontre qu'il l'est, effectivement. Mais est-ce que c'est l'échec de l'environnement sur l'économie? Est-ce que faut le voir comme ça? Tu sais, si on pousse un peu le départ de Stephen Guilbeault, ça veut quand même, c'est symptomatique de quelque chose. Ah, clairement. Ça fait 30 ans qu'on parle d'environnement. Ça fait 30 ans qu'on s'égosille à parler d'environnement, qu'à chaque fois qu'il y a un sursaut économique, une crisette, l'environnement est encore repoussé dans le coin. On a d'autres choses à faire que s'en occuper. On verra quand ça ira mieux. Pour l'instant, c'est l'économie. C'est encore ça en ce moment, là. Mais c'est que c'est l'économie juste à court terme. Puis, tu sais, on le voit même avec la position de l'Agence internationale de l'énergie. Elle, ce qu'elle a dit, c'est qu'on va pas revenir en arrière sur les énergies fossiles. Puis d'ailleurs, là, le pipeline avec l'Alberta, là, le projet qu'ils sont en train de déréglementer, puis même l'achat qui a été fait du gouvernement fédéral pour Trans Mountain, c'est parce qu'il n'y avait pas d'investisseurs privés qui étaient prêts à mettre les milliards. C'est un projet qui devait coûter à peu près 5 milliards, qui finalement en coûte 34 là, de fonds publics. Là. Mm-hmm. On s'entend-tu qu'on aurait pu faire autre chose avec cet argent-là de plus intelligent pour aider les travailleurs? Faut se préoccuper des travailleurs dans ce secteur-là à passer à autre chose. Parce que l'Europe, là, avec la crise, tant avec l'Ukraine qu'avec ce qui se passe avec l'Iran, eux, ils ont compris que c'est pas vers le pétrole puis le gaz qu'ils vont aller. Ils sont en train d'investir massivement dans les énergies renouvelables pour avoir le plein contrôle. C'est une tendance qui est mondiale. Puis c'est ce que les grands spécialistes de l'énergie, des économistes, là, je parle pas d'écologistes, d'économistes de l'énergie disent l'avenir, il est aux énergies renouvelables parce que tu as un contrôle local puis tu n'as pas de problème de chaîne d'approvisionnement. De toute façon, on le voit. On a souvent Yvan Clich, par exemple, spécialiste de l'énergie à l'émission, puis chaque semaine, il nous rappelle que c'est pas parce qu'on est un pays producteur de pétrole, on le sait grâce à l'Alberta, que ça nous donne un avantage concurrentiel à la pompe. De toute façon, non. Les gens le disent, voyons, on produit du pétrole au Canada, on paye le même prix que ceux qui payent le plus cher. On n'a pas d'avantage concurrentiel. Alors, les gens comprennent pas ça. Non. Alors, donc, d'une certaine façon, ceci explique cela. Pourquoi ne votons pas sur un autre modèle? Mais ce modèle-là, on nous dit tout le temps qu'il est pas payant, qu'il va amener des fermetures, des pertes d'emplois. Pourquoi le discours économico-environnemental ne percole pas? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi c'est toujours l'autre, l'économique dur qui gagne? Le lobby pétrolier est extrêmement puissant. Celui qu'on subventionne. Celui qu'on subventionne. Ben oui, parce que le fameux pipeline Trans Mountain, c'est notre argent. On le subventionne. On subventionne de plein de manières. Mais les compagnies pétrolières aussi. Ben, absolument. C'est un non-sens, mais c'est parce qu'elles ont un lobby tellement puissant. Elles réussissent à entrer dans la tête de nos élus sans qu'ils se rendent compte sur le coup à quel point ils se font manipuler. Parce que vous savez, ils vont pas contacter, tu sais, ils écrivent pas sur du papier en tête d'Enbridge ou autre. Là. Ils passent soi-disant par des OBNL, soi-disant par des pseudo-scientifiques, soi-disant par des amis. Ils vont regarder, OK, c'est qui les contacts proches de tel politicien? Qui a une plus grande incidence sur cette personne-là? Ouais. Fait que, puis ça, on le sait. Puis là, c'est Catherine McKenna qui a fait une sortie, je pense, le mois dernier là-dessus. Parce que là, maintenant, elle en est sortie, puis elle le voit. Elle voit des choses qu'elle voyait pas avant. Et qu'est-ce qu'elle disait, donc? Ben, ce qu'elle disait, c'est qu'elle parlait des compagnies pétrolières comme vraiment manipulatrices et malveillantes, puis qui agissaient juste dans leur intérêt à court terme. Puis tu sais, contrairement à la Norvège, parce que souvent on entend « Ah oui, mais la Norvège, elle s'en est tirée. » Mais la Norvège, ils ont un système qui fait en sorte que les redevances du pétrole retournent aux citoyens. Tandis que nous, là, ben l'Alberta, en fait, quand elle a fait ses deals, oui, il y a un peu de revenus qui retournent au fédéral puis qui retournent à l'Alberta, mais le gros du profit, ça va à des compagnies privées et à des compagnies américaines qui veulent pas qu'on sorte des énergies fossiles, qui ont envie qu'on continue dans le même sillon que Donald Trump. Et qui contribuent pas à la société canadienne. Non, vraiment pas. Dans Réveil au bout de la nuit, tu parlais de la richesse, puis tu disais la richesse, il y en a au Québec. Tu parlais entre autres du 4 milliards et demi là, que l'Iris disait, ça prendrait 4 milliards et demi pour que tous puissent couvrir leurs besoins essentiels au Québec. Mais tu disais, ce qui manque aussi, c'est pas l'argent, dans le fond. C'est vraiment la volonté, le courage politique. Et tu t'écris, je vais te citer, le courage d'aller chercher la richesse où elle se trouve et de la redistribuer davantage.
et peut-être aussi notre capacité à ressentir encore la vie des autres comme liée à la nôtre. Parce que aucune richesse privée n'existe sans richesse publique. Je trouvais que c'était beau. Vraiment. Mais quand on regarde les faits, c'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir des compagnies qui s'enrichissent? C'est parce qu'on a un système d'éducation, on a des routes, on a plein de ressources autour de nous, on a un système de santé, mais il faut en prendre soin de tout ça. Puis là, petit à petit, on laisse s'étioler, puis on se compare à d'autres, mais regardons juste le système de santé où il y a des gros problèmes en ce moment, puis là, on a ouvert au privé et tout. Aux États-Unis, ils ont vraiment ouvert au privé. Ouais. Ils ont vraiment un système, tu sais, avec les gens doivent payer des montants, des fortunes en assurance aussi. Oui, et les assurances, quand tu es capable de les payer. Mais l'État paye autant par personne que nous, si on regarde le vrai coût. Fait qu'ils s'économisent pas du tout collectivement. Ils payent 2 fois en taxes et en impôts et ils payent en plus leurs assurances privées quand ils ont les moyens de s'en acheter. Et sinon, ils payent quand ils vont à l'hôpital puis plusieurs se font pas soigner. On est en train de virer comme ça. Mais c'est ça qu'il faut pas laisser faire. Faut se réveiller. Puis tu sais, dans le fond, mon texte est réveillé. Tu sais, il faut un appel au réveil sur les questions environnementales, mais c'est aussi sur les questions sociales parce que ça va ensemble. Puis on est tellement plus riche en partageant. On devrait retenir ça de la Révolution tranquille qui nous distingue au même titre que notre langue. On a une capacité à se... Tu sais, il y a peu de degrés de séparation entre chacun de nous au Québec. Fait que ça veut dire qu'à partir du moment où on a décidé quelque chose, qu'on a une bonne idée, puis qu'on la met en œuvre, qu'on y croit, qu'on se fait confiance, puis qu'on dit « OK, let's go », on peut faire des grands changements rapidement. Il faut arrêter de regarder du côté des États-Unis ou de l'Ontario parce qu'on veut pas être comme eux de toute façon. Regardons-nous, qu'est-ce qu'on veut être, comment on veut être. Est-ce que tu sais ce que Stephen Guilbeault va faire pour la suite? Je suis sûre qu'il va continuer à s'impliquer pour le climat, pour l'environnement, parce que c'est son ADN. Comment il va le faire exactement, on va le voir. Il va certainement l'annoncer dans les prochains temps. Pas très spécifiquement, mais je voulais pas trop en savoir non plus, parce que moi, je suis quelqu'un de très loyal et très... fidèle aussi. Fait qu'il y a des choses que je me suis dit, OK, j'aime mieux pas savoir pour pas risquer de dire des choses que lui doit annoncer. Ouais. Laure Varidel, merci de nous ramener à notre humanité. Merci bien. Puis de nous rappeler que, comme tu le dis, il est temps de se rappeler qu'en partageant, on est tous plus riches et surtout plus heureux. Tellement, toutes les études en sociaux l'ont démontré. C'est tellement clair. Laure Varidel, merci beaucoup, sociologue, environnementaliste. On te lit, bien sûr, comme d'habitude, dans les pages d'opinion du Journal de Montréal, Journal de Québec. On s'arrête ici tout de suite après la pause. Mike Ward est avec nous. Restez là, tout le monde. Isabelle Maréchal, avec son cœur de justicière. Elle parle d'inégalité sans crainte. Mesdames et messieurs, nous avons l'honneur de recevoir l'humoriste numéro 1 de la francophonie, du Québec, du Canada, du monde, et qui détient encore aujourd'hui, depuis 2022, ça fait donc 4 ans, le record Guinness pour le plus grand nombre de billets vendus pour l'enregistrement d'un balado en direct. T'as rempli le Centre Bell, Mike Ward. Merci beaucoup. Merci tellement. Écoute, c'est impressionnant. Et tu vas le refaire. Tu remets ça? Oui, je suis là vendredi, samedi au Centre Bell. Il n'y a pas de game de hockey à Montréal. Je suis tellement heureux, j'ai pas perdu mon Centre Bell. On a vendredi, c'est la dernière de ma tournée modeste, qui est ma tournée de stand-up. Samedi, je retourne avec 2 podcasts. Ça va être vraiment le fun. Wow. Ça te fait quelque chose parce que là, t'as annoncé que t'allais prendre une pause. C'est la fin, en fait, de cette sorte c'est drôle. 6e show. Là. C'est ça a sorti dans les médias. C'est même moi que... Mais c'est pas vrai ou c'est vrai? Ben, j'ai vu Mike Ward annonce une nouvelle, puis je suis allé la lire pour voir c'était quoi. Mais je prends tout le temps une pause après chaque tournée. OK, donc c'est pas spécial. C'est pas nouveau. Okay. À chaque fois que je finis un show, je prends... Des fois, c'est 3 mois, des fois 6 mois, des fois 1 an, juste pour vivre. Tu sais, un humoriste qui arrête jamais, tu vas le voir, puis c'est des anecdotes d'hôtels, puis d'avions, puis ça me tente pas de faire ça. J'aimerais ça avoir une vie, puis après parler de ma vie. Écoute, j'avais André Sauvé à l'émission il y a quelques semaines qui disait, quand je suis revenu, mon agent m'appelle, me dit, André, ça serait le fun, le public québécois, ça fait longtemps qu'ils t'ont pas vu parce qu'ils jardinent beaucoup en France. Puis il dit, mais qu'est-ce que je raconterais bien? Et c'est exactement ce qu'il me disait, Mike. Il me disait, moi, j'ai besoin d'être inspiré par la vie, dans le fond. Puis toi, c'est la même chose. Exact, oui, exactement. Parce que pour faire, c'est 170, là, t'es rendu à balado?
Mon podcast, je pense qu'on est rendu en haut de 700. Ça fait, on a commencé en 2011 et de 2011 à 2015, c'était pas régulier, mais depuis 2015, j'ai pas manqué une semaine. C'est fou. Fait que depuis 2015, chaque lundi, dimanche soir à minuit ou lundi matin à minuit, il y a un nouvel épisode qui sort. Mais ça, là, écoute, il faut tellement être discipliné, Mike. Es-tu un gars discipliné? Je suis vraiment discipliné. Ouais. C'est surprenant. Quand tu me vois, j'ai de l'air d'un tout croche, là, mais j'ai vraiment... Fait que c'est quoi, par exemple, la routine pour faire ton balado, là? Parce que c'est surprenant comme succès, c'est-à-dire, en termes là, de chiffres, là, être numéro 1 de la francophonie, mais c'est majeur. J'ai été chanceux parce que quand j'ai commencé, j'aimais tellement ça, j'aimais encore ça, mais j'aimais tellement ça que j'avais le goût de le faire, j'avais hâte de le refaire. Et on les tourne devant le public, fait que j'en fais 2 par soir. Fait que c'est juste 26 soirs par année. Fait que moi, déjà là, ma tournée finie, mais ma prochaine année, je sais exactement les 26 dimanches que je vais tourner. Ça rend la job de mon gérant vraiment plus facile parce que c'est lui qui book. Mais moi, je sais pas c'est qui c'est un dimanche sur 2, là. Un dimanche sur 2. Fait que c'est très prenant, là. Mais pas tant que ça, tu sais, c'est une job. Je travaille une journée sur 14. Il y en a qui ont des jobs plus exigeantes que ça. Ouais, mais toi aussi, quand même, t'as tes spectacles. J'ai plein d'autres affaires. Quand tu fais pas de l'humour, tu fais quoi? Quand je fais pas de l'humour, je fais des déjeuners pour mes belles filles. Je suis monsieur déjeuner à la maison. Parce que j'aime faire à manger, mais je suis pas très bon. Et un déjeuner, t'es pas obligé d'être très bon. Fait que tu fais quoi? Mais vraiment, j'ai plein, je leur demande qu'est-ce qu'ils veulent. La plus jeune, c'est tout le temps des grilled cheese ou quasiment tout le temps des grilled cheese. Puis mes grilled cheese, j'ai remarqué le truc pour un bon grilled cheese, c'est un fromage cheap, un fromage de qualité et du brie. Ah! Toi, tu mets du brie? Oui. Fait que moi, c'est un Kraft Single, un cheddar de 2 ans, du brie. J'ai essayé avec le beurre, j'ai essayé avec la mayonnaise. Non, mais je mets de l'huile d'avocat pour l'extérieur. Ah, comme corps gras? Je trouve ça croustillant puis ça goûte à rien. C'est vraiment bon. Wow. Puis du pain blanc ou du pain brun? Du pain blanc. Ouais. Et pour la plus vieille, elle aime les avocats. Fait que j'y fais un genre de... C'est un œuf poché avec des avocats puis un glaze balsamique. Tu sais, mes déjeuners ont vraiment de l'air, on dirait que t'es chez Cora. Fait que tu pourrais avoir chez Mike déjeuner. Ouais. Puis je faisais, tu sais, pendant ma tournée, l'année passée, j'ai fait 189 shows en 8 mois. Fait que je travaillais tout le temps, mais je finissais mon show puis je jouais à Saint-Georges-de-Beauce. Puis après le show, au lieu de coucher à l'hôtel, je retournais. Vu que j'étais comme, hey, mon shift, les filles commencent l'école à 8 heures. Moi, il faut que j'arrive à 7. Faut que tu sois là pour le quart de travail du déjeuner du matin. Puis, tu sais, vu que c'est des enfants, après, je leur demande... Elles ont quel âge? Là, ils ont 12 et 14. Mais tu sais, c'est un âge que je fais. Puis, c'est-tu bon? Ouais, c'est correct. Fait que je suis comme, OK, j'ai fait 4 heures de route pour avoir un... Ouais, c'est correct. Mais toi, ça te fait du bien. Mais moi, ça me fait du bien. Puis quand je pars à la maison, comme il y a 2 semaines, je faisais un festival à l'extérieur. Puis là, ma blonde, elle m'a dit, elle a fait un grilled cheese pour la plus jeune. Puis elle a fait, ouais, c'est pas le grilled cheese à Mike. Fait que là... Puis ça arrive des fois, mettons, ils le disent pas à moi, mais ils vont le dire, hey, c'est la meilleure chose que j'ai goûté de ma vie. Fait que je suis très, très content. Si tu faisais pas d'humour, tu ferais quoi? À part des grilled cheese. Je pense que... Moi, j'aurais aimé... non. J'aimais l'idée d'être psychologue, mais ce que j'aime pas d'être psychologue, c'est quand t'es psychologue, tu sais quoi faire, mais t'as pas le droit de dire à personne « fais ça, fais ça, fais ça ». Il faut que tu laisses la personne trouver la solution par elle-même, et moi, j'aurais pas la patience. Fait que moi, je serais Tu serais interventionniste. Je serais un mansplainer. Mais tu sais qu'il y a un type de psychologue qui peuvent être assez interventionnistes, là. Ah oui? Ben oui, complètement. T'as du behavioral, t'as toutes sortes de types de psychologues. T'en as qui sont très indans, là. Ils vont te dire, écoute, fais ça, écris telle affaire, écris telle lettre à telle personne. Ouais, il y en a qui vont être... j'aimerais ça faire ça. Ouais. Mais c'est un peu... Il y a des liens avec l'humour. Ben, les deux, je trouve, les psychologues n'aimeront pas ça, mais c'est les deux, on regarde la société et on la juge à quelque part. Complètement. Tu regardes le monde agir, tu fais, ah ouais, ça c'est bizarre.
puis moi, j'en parle sur scène, puis eux autres, ils en parlent à leurs amis. Comment t'es par rapport, justement, tiens, je sais que t'as parlé un peu avec Laure Varidel tout à l'heure, oui. Dans la salle d'attente ici, on a une salle d'attente, c'est comme chez le médecin. Et que vous avez les mêmes revues que chez le médecin. Hein? J'ai vu l'Éco-Vedette, c'est là que j'ai appris que je prenais une pause. C'est drôle. Mais est-ce que quand tu regardes la société, est-ce que tu t'intéresses à la politique? Si tu regardes ça, est-ce que tu sais, quand tu regardes tout ce qu'on vit en ce moment. Tout me fascine. L'époque qu'on vit me fascine. C'est vrai. C'est un regard de fascination. C'est un regard de fascination comment tout le monde est intense. Je trouve on devrait tous se calmer un peu. On est tout le temps fâchés pour tout. Tu vois quelque chose, si t'es un peu de droite, tu vois quelqu'un un peu de gauche, pour au lieu d'écouter, puis tu sais, les gens de gauche, ils ont des bonnes idées, les gens de droite ont des bonnes idées, mais c'est pas toutes des bonnes idées, mais si on faisait juste s'écouter, au lieu de juste être fâché, puis traiter le monde de gauche, puis de nazi, à un moment donné, on peut-tu se calmer? Ouais. Tu te situes où, toi, sur l'échiquier? Es-tu comme moi orphelin politique? Ou moi, je suis vraiment un centriste. Dans ma tête, je suis un centriste, mais quand je parle à quelqu'un de gauche, il me voit comme quelqu'un de droite. Quand je parle à quelqu'un de droite, j'ai de l'air de quelqu'un de gauche. Fait que je suis vraiment... Ça dépend des choses. Tu sais. Ouais. Es-tu rassuré pour... tu dis, j'ai des belles filles... L'avenir pour les jeunes, comment tu vois ça? Toi qui es très populaire auprès des jeunes clientèles, tu marches fort sur les réseaux sociaux. Fait que t'es quelqu'un aussi, tu sais, d'une certaine façon, t'es un influenceur. Oui, mais moi, je pense que, tu sais, je pense que la jeune génération, l'intelligence artificielle va vraiment prendre une majeure partie, faire une majeure partie de leur vie. Et je pense c'est pas une mauvaise chose. Ça sera pas la même réalité que, mettons, moi qui a grandi dans les années 80. Mais j'ai quand même confiance. J'ai confiance en l'humain. Je pense que ça va bien aller. Je suis quelqu'un de le verre est à moitié plein. Fait que même quand ça va vraiment mal, je suis comme, regarde, ça va mal, mais ça va bien aller. Ça va bien aller. Et éventuellement, on va toutes mourir. Fait qu'on ne saura pas si ça continue à mal aller. Ouais. Mike, est-ce que tu considères... Là, d'ailleurs, plusieurs personnes qui vont être là ce samedi, d'ailleurs, comme Sonia de Blainville qui te mentionne. Je serai là samedi au Centre Bell, Mike. Ce sera incroyable. Guylaine t'a dit, quelle bébite, on t'adore. Parfait, c'est merci. dit. Ton podcast, est-ce que tu considères qu'il t'aide un peu à pas justement capoter à travers peut-être une carrière qui aurait pu être go, 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 les spectacles à côté? Ouais. Là, je m'en vais dans mon podcast, je prends ça un peu plus, malgré que du travail, tu vas me dire? Un peu plus cool. Ben, tu jases, tu as le temps de jaser aussi. Moi, ce que j'aime, le podcast m'a fait apprécier le moment présent. Tu sais, c'est une phrase qu'on entend tout le temps, là, puis ça me tape ses nerfs quand le monde, j'y vois, il faut apprécier le moment présent. Mais... L'avais-tu lancé dans l'univers? Ouais. Mais là, maintenant, je fais ça, tu sais, parce que moi, le podcast, tu sais, comme pour le Centre Bell, mes gens sont bookés, je sais c'est qui je vais avoir, mais je prépare rien. Et Michel, qui est mon gérant, que c'est lui qui book, j'apprends c'est qui les invités dans l'auto. Moi, je reste dans le Vieux-Longueuil. Il vient me chercher dans le Vieux-Longueuil. Ça nous prend 12 minutes de se rendre au bordel comme des clubs. Et là, je lui demande c'est qui a, mettons, le show de 6 heures. Puis là, il dit, il y a lui puis elle. Puis là, si je connais un des deux, je pose pas de questions, mais l'autre, je suis comme, OK, elle, je la connais pas, elle vient de fait où? Que c'est pas toi qui choisis? C'est pas toi qui dis, hey, j'aimerais ça jaser avec... Mais ça arrive des fois, je vais lui dire, hey, j'ai parlé à telle personne, il est vraiment drôle, tu devrais le booker. Mais le soir même, j'apprends en m'en allant au show que c'est cette personne-là. Comme ça, c'est une vraie discussion. C'est pas... Je prépare rien. Puis souvent, le monde, je leur dis, tu sais, j'ai rien de préparé. Fait que si je vais dans une zone... formatée, là, c'est pas, mais surtout qu'on est trois. Tu sais, comme là, à deux, si toi, t'avais rien préparé, si moi, je parle pas, c'est vraiment long pour les auditeurs, mais à 3, c'est plus facile. Là. Tu sais, moi, il y a des soirs, je suis pas allumé, c'est les invités qui parlent. C'est comme un souper de famille. Là, le prérequis, c'est pas forcément d'être drôle. Parce que moi, j'ai regardé certains... Il y en a, vous jasez, là. Il n'y a pas forcément une ligne, un punch. Non, moi, il y a une affaire qu'on disait, puis les gens, on dirait, il y avait de la misère à comprendre au début. Je leur dis, essaye pas d'être drôle. Exact. Sois intéressant. Puis si t'es intéressant, puis même souvent, il y en a qui pensent que c'est pas intéressant. Un moment donné, j'avais eu François Pérusse qui est venu. Et il s'est mis à parler des Beatles. On a parlé des Beatles pendant
1h15. Oh, wow. Je pensais jamais parler des Beatles avec François Pérusse pendant 1h15, mais c'était super intéressant. C'était vraiment intéressant. Puis là, il parlait comment il avait travaillé sur le show Love du Cirque du Soleil, puis sa rencontre avec Paul McCartney. Et moi, j'étais comme, je peux pas croire que je vis ça. C'était tellement intéressant. Puis lui, c'était le genre d'affaire qu'au début, je sentais qu'il était comme, je suis pas sûr que ça va intéresser le monde. Ouais. Mais souvent, les affaires qui sont plus backstage, qu'on pense sont pas intéressantes, c'est ça qui intéresse le plus. Ouais. Chaque fois que j'allais faire des talk shows à l'époque, mettons, j'arrivais au talk show, je trouvais ça plate un peu. Ben, pas plate, mais très léger. Ouais. Puis après, entre les pauses, là, j'entendais les gens parler, puis j'étais comme, il me semble, c'est ça le show que moi, à la maison, je voudrais voir. Exact. Je voudrais voir la vraie personne, comment il parle. Exact. On revient avec Mike Ward tout de suite. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Appelez-nous 1-877-827-2346, 187-CUBE Radio. On est avec Mike Ward. Écoutez Isabelle Maréchal, c'est tendre l'oreille à de l'information juste, livrée avec une ouverture authentique. Isabelle Maréchal. On est en compagnie de Mike Ward et essayez de définir c'est quoi l'humour de Mike Ward. Si vous avez parmi nos auditeurs sans doute des gens très intelligents pourraient nous dire c'est quoi ton humour, Mike. Mais dans ta promo d'ailleurs de tes spectacles, t'as fait ceci. OK. Hey, tabarnak, vous posez des questions super techniques pour des humoristes. Je suis un combattant, moi, là. Je sais pas. Il va loin, il a pas peur, évidemment, de toucher à des sujets assez délicats par moment. Des fois, il va trop loin, on le sait. Mais c'est Mike, c'est pour ça qu'on l'aime. Puis moi, je pense que c'est vraiment lui qui a comme un peu, si on veut, éduquer le public québécois à comprendre qu'il y a des limites qu'on doit dépasser en tant qu'humoriste. Avec le public, on doit aller à certaines places. Pour un diabétique comme moi, c'est un exemple de j'ai pas peur de la mort. Les deux, vous en reste pas tant. Je le sais, mais imagine au ciel, les deux malades. Vous deux dans 4 ans, là? Oui. Mort. Ben oui. Moi, m'a crevé à 107, m'a été rendu gras de même. Je les connaissais, les deux mardes. Oh mon Dieu, c'est une bonne promo. La question du début, c'est quoi l'humour de Mike Ward et le combattant? Oui, c'est Olivier Aubin-Mercier que j'avais commandité. Qui dit, je le sais-tu, moi? Olivier, que j'ai été... c'est un ancien combattant du UFC, et il a déménagé pour une autre compagnie qui s'appelle la PFL. Il est devenu champion du monde. Puis il m'avait dit, hey, je vais avoir des commanditaires. Puis je l'avais commandité. C'était un gag. J'avais mis une photo de ma face sur ses shorts et c'était Jean-Thomas Jobin qui me poussait la face sur la poche à Oli. Ouais. Et c'était drôle de voir ça à ESPN, à TSN, pay-per-view, voir ma face à côté sur les testicules d'un combattant. Et il fait de l'humour? Est-ce qu'il fait un peu d'humour? Non, il fait pas d'humour. Il fait juste du combat. Mais il est juste très, 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 très drôle. Ouais. Il est très drôle, puis c'est un bon gars. Ouais, toi, écoute, il y a quand même, je sais plus qui dans la promo dit que t'as inventé finalement, que t'as éduquer les Québécois à comprendre ce que c'est que les limites de l'humour et pourquoi il faut les dépasser. Adib El-Khalidi, voilà. Adib, mais moi, il y avait une affaire. Quand Sous-Écoute a commencé, moi, à l'époque, j'avais une réputation parce que quand les gens me voyaient juste pour rire... T'avais une petite réputation, oui. C'était des petits numéros, fait que c'était très... très, très, très trash, mais quand tu me voyais en spectacle, tu voyais 1 heure, je te faisais rentrer dans mon univers, là, je choquais personne. Il n'y a personne qui partait de mon show choqué. Et je me disais, avec le podcast, j'aimerais ça que les gens comprennent comment que je monte mes numéros, comment que les humoristes, on monte nos numéros, juste pour qu'ils apprennent un peu la technique, la façon de faire. Et j'ai vu qu'en faisant ça, avant, j'avais juste un monde qui aimait l'humour trash, qui m'aimait, mais avec ça, j'ai eu les comedy nerds et les puristes du stand-up qui sont vraiment devenus des fans et des supporters, puis du monde qui vont me défendre à vie, à la mort. Puis, si je te demande de vulgariser, mettons, les bases de la technique du stand-up, parce que ça
a fait des petits, là, tu sais. Ouais. Quand on a vu ton exemple, les gens se sont mis à dire, parce que le modèle d'affaires n'existait pas, c'est comme si tu l'avais inventé pour la francophonie, là. Ouais. En 2011, tu disais tout à l'heure? Même en anglais, il y a personne. Il y en a pas tant. Moi, quand j'ai commencé... Aux États-Unis, il y a des gros modèles. En 2011, même Rogan, c'était pas un podcast encore. Ouais. Il y avait un show Ustream qu'il faisait ça dans une loge. J'étais bric à brac. T'es-tu le premier? Au Québec, il y en avait avant moi, mais j'étais le premier établi. J'étais le premier que tu avais déjà vu à télé ou à radio qui se ramassait sur le web. Avant moi, c'était du monde que tu faisais, OK, lui, il est sur le web parce que il vient de sortir de prison. Ou c'est un sideline, ou un hobby. Et c'est pour ça que toi, tu as comme inventé le modèle d'affaires. Oui, mais au début, c'était pas un modèle d'affaires. Moi, c'est que j'aimais ça, faire ça. Puis je me disais, ça va être bon pour moi que les gens voient comment je travaille. Ça va m'attirer un autre public. Et on a commencé ça en 2011. Puis je pense que j'ai commencé à monétiser ça en 2018. Tu sais, ça a été 7 ans. 7 ans que, au début, je faisais pas d'argent, mais après ça, j'investissais de l'argent. Ça me coûtait relativement cher. C'est pas cher que ça, mais j'ai mis de l'argent. Mais j'aimais ça. C'était vraiment même pas, tu sais, des fois, le monde sont comme, c'est parce que tu y croyais. J'y croyais aucunement. Je pensais pas faire de l'argent avec ça, mais j'aimais ça, tu sais. Puis je me disais, au lieu de dépenser 100 000 par année pour payer des pubs à Occupation Double, je vais payer 100 000 par année pour avoir l'équivalent d'un infopub chaque dimanche qui parle d'humour. Fait que ça a été bon pour moi, mais on le savait pas à l'époque. Puis aujourd'hui, le modèle d'affaires, il est comme explosé. Là, maintenant, mon modèle d'affaires finance ma vraie job. C'est fou. Ouais. Qui est de faire des shows d'humour. Oui, exact. Ouais. Es-tu un dépendant de fortune? Est-ce que tu peux t'arrêter demain matin? Je pourrais arrêter. Et juste faire des grilled cheese? Je pourrais juste faire des grilled cheese si je voulais. Je pourrais même faire avec uniquement du brie. Tu devrais t'ouvrir un restaurant de grilled cheese au brie. Moi, je pense que t'aurais du monde, Mike. Mike, tu t'es déjà fait proposer, je le sais, tu l'avais dit sur plusieurs plateformes, en fait, le rachat de ton podcast. Oui. Est-ce que aujourd'hui, là, as-tu encore des offres, premièrement, et est-ce que tu vas vouloir le vendre un jour, ce fameux podcast-là? Je le vendrai jamais, mais j'ai encore des offres. Puis vois-tu, cette semaine, on a signé un deal avec Crave. Ouais, que vu ça, là. Le podcast va être sur Crave, mais on l'a pas vendu. Ça va être sur Crave, comme c'est sur T'as vendu YouTube. Une passe, c'est ça? C'est une passe. Comme, fait que là, c'est payant? C'est ça. C'est correct payant, mais pas autant. Parce que c'est ça, je me disais, le monde va penser que c'est vraiment payant. Parce que la première fois, on m'avait offert 7,5 millions. Puis j'avais dit non. En quelle année, ça? Ça, c'était en 2000, juste avant la pandémie. Fait que 2019. Fait que là, je me disais, puis j'arrêtais pas de dire, j'avais vraiment dit à personne, si tu m'arrives avec un offre en bas de 10 millions, je vais le prendre comme une insulte. Qui est un peu un gag, mais pas tant. Et ils sont arrivés avec un offre de 7,5. J'ai dit non. Mais c'est qu'eux voulaient acheter le sous-écoute. Fait que là, il allait pas être disponible sur YouTube, il allait pas être disponible sur Spotify. Ils voulaient l'exclusivité. Ils voulaient l'avoir sur leur plateforme. Ouais. Mais moi, j'aime... Mais tu te trouves à te vendre toi-même si t'es comme obligé de rester là-dedans, après dans ça, le deal. Ben oui, c'est ça. Puis après, je deviens un employé. Ouais. Moi, la beauté de sous-écoute, s'il y a un épisode que j'aime pas, puis c'est arrivé souvent, c'est arrivé 4-5 fois en 15 ans, mais un épisode est pas bon, je fais, celui-là, il est pas bon, on le sort pas. Tandis que si j'avais un boss qui a payé 7 millions et demi, l'épisode pas bon, il va vouloir qu'il sorte, puis après il va me mettre de la commandite, il va me dire change ça. Fait que ça me tentait pas. Puis ta merch que tu vends qui est payante, c'est lui qui va ramasser. Ouais. Puis là, 7,5, tu l'as refusé. 7,5, j'ai refusé. Aujourd'hui, ça serait combien? Je le sais pas. Moi, 15? Il y a eu, dans le temps, Conan O'Brien, il avait vendu son podcast à SiriusXM pour 100 millions, puis j'avais des meilleurs chiffres que Conan. Arrête! Mais le modèle américain, les Américains comprennent la valeur d'un podcast, tandis qu'au Québec, la publicité est moins chère qu'aux États. Mais là, c'est francophonie. Mais je pense, je pourrais peut-être vendre ça 25 millions. 25? Je pense. Mais ça, c'est moi. Peut-être que l'offre de 7,5, c'est la plus grosse offre que je vais avoir de ma vie. T'aurais dû la prendre. Mais ouais, c'est ça. Mais non, je suis heureux de ne pas l'avoir pris. J'aimais mieux. Écoute, mon père m'avait élevé tu sais,
t'es mieux de gagner 50 000 par année, mais être heureux, que de gagner 500 000 puis d'être malheureux dans ta job. Et moi, je suis tellement heureux dans ma job, puis je gagne surtout, bien ma vie. Regarde, le mot liberté. J'ai une liberté tout à l'heure, puis je me suis dit, mon Dieu, ce gars-là est tellement libre. Oui. Toi, tu fais ce que tu veux. Je fais ce que je veux. T'arrêtes quand tu veux. J'arrête quand je veux. Mon boss, c'est mon public. Tu sais, parce que, tu sais, le monde qui dit, j'ai pas de boss, mais mon boss, c'est mon public. Tu sais, comme moi, je vais continuer à faire le sous-écoute tant que j'ai du fun, puis tant que je sens que les gens ont du fun. Pour le stand-up, je vais prendre un petit break. Je sais pas, je vais prendre un break de 1 an, 5 ans, peut-être même juste 5 semaines. Ben là, je ne sais pas. 5 semaines ou 5 ans? Ça 5 peut aller semaines ou 5 ans, ça peut aller. Peut-être demain, je vais annoncer que je pars en tournée la semaine prochaine. Je suis peut-être bipolaire. C'est ça qu'on vient de découvrir. As-tu été diagnostiqué de quelque chose? J'ai pas. Rien du tout? Non, mais je suis sur le spectre légèrement de l'autisme. C'est vrai? Je suis comme autiste adjacent, mettons. Pardon, genre Asperger? Ben, léger. Mais il y a quelque chose, mais c'est léger. Mais donc, tu t'es fait un peu suivre là-dessus? J'avais pensé... Il y avait quelqu'un qui m'avait dit que j'étais autiste, et là, j'ai écrit un numéro là-dessus pour mon dernier spectacle, et j'avais pris le rendez-vous pour prendre le test officiel, mais le numéro marchait tellement que je me disais, si j'apprends que je suis pas autiste, je serais plus capable de faire le numéro. Fait que j'aimais mieux le numéro, puis rester dans l'inconnu. Mike Ward, c'était vraiment un plaisir de te recevoir. Merci à toi. Écoute, merveilleux Centre Bell. Centre Bell, vendredi, c'est du stand-up. Samedi, c'est le sous-écoute. Puis là, tu y vas ce soir pour voir la... Ce soir, je m'en vais voir les Canadiens. J'ai mon char. Ça va être la première fois que je mets du rouge depuis les années 90, vu que je suis tout le temps en noir. C'est vrai, regarde-moi. Moi, j'ai la manucure. Moi, j'y crois. Encore. Ah ouais, t'es une vraie de vraie. Je suis une vraie. Moi, j'ai juste la face rouge, mais je vais avoir le chandail. Merci beaucoup d'être venu. Puis les meilleurs spectacles, bien sûr. Ton public t'adore. On n'a que des bons commentaires. Merci. Et je suis content d'être 2 fois cette semaine à Cube. Et je sais que ça fait chier mon ami Marc Boilard, que je vais voir tout le monde sauf lui. C'est ça. Merci beaucoup, Mike. Salut. Intègre et juste. Sous Isabelle Maréchal se cache peut-être une super-héros. Isabelle Maréchal. Alors, on vous en a souvent parlé ici de l'envoi de lettres pour confirmer l'inscription de 500 000 nouveaux Québécois auprès des groupes de médecins de famille. On vous a souvent expliqué d'ailleurs que ça faisait partie, donc, l'inscription de ces 500 000 patients, nouveaux patients, les patients orphelins. Ça fait partie de l'entente entre la FMOQ, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, et le gouvernement du Québec dans une longue négo qui a été souffrante pour tout le monde. Là, ça vient avec une prime de 2,5 % si on atteignait cet objectif. Il est plus qu'atteint. Il est même dépassé. Est-ce une bonne nouvelle? Est-ce que ça va nous garantir un médecin de famille pour ceux qui n'en ont pas? Le docteur Marc-André Ammiot est avec nous, président de la FMOQ. Bonjour, docteur Ammiot. Bonjour. Pouvez-vous nous garantir que les 550 quelques mille, parce que là, vous êtes donné, là, vous avez dépassé la cible, on est à 556 473 donc, nouveaux patients inscrits. C'est énorme. Est-ce que vous pouvez nous garantir que donc chacun de ces patients aura aujourd'hui, s'il appelle, un rendez-vous dans un délai plus que raisonnable? Ben, je vous dirais pas s'il appelle, s'il en a besoin. Parce que ça se peut qu'il appelle. On n'appelle pas pour le fun, remarquez, là. On appelle en général parce qu'on a besoin, là. Ça vient avec. Je dis pas qu'on appelle pour le fun. On appelle parce qu'on a un besoin. Oui. Et si ce besoin-là peut être répondu par le pharmacien ou l'infirmière, le groupe de médecins de famille, ben oui, bien sûr, il y aura des services. Et s'il y a besoin d'un médecin, il va pouvoir voir un médecin. OK. Donc, vous garantissez le fait que aujourd'hui, si tous ceux, là, les 556 000 nouveaux inscrits vont avoir accès à un médecin de famille. Parce que vous avez dit infirmière, vous avez dit pharmacien. Dans la grande majorité, puis là, on peut pas parler des exceptions, là. Non, il se peut qu'un docteur tombe malade. À un moment donné, là, il y a des docteurs qui tombent malades. Là, il faut que les collègues dans la clinique remplacent ce docteur-là. Mais dans la grande majorité, en fonction des besoins,
c'est l'objectif des médecins d'améliorer l'accessibilité. Puis, il y a 3 façons d'y arriver, là. Il y a notamment 3 façons d'y arriver. D'abord, il y a une réorganisation de la pratique. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, là, le médecin dans son bureau, il pouvait voir le patient diabétique 3 fois par année, 4 fois par année auparavant. Maintenant, il va le voir une fois, puis les professionnels avec qui il travaille, les infirmières, les pharmaciens, vont les voir pour les autres rendez-vous, pour ajuster la médication, pour ajuster l'insuline. Ça, c'est une façon. Donc, ça dégage. Ben ça, c'est bien, là. Ouais. C'est excellent. C'est le travail interprofessionnel. C'est vers ça qu'on veut tendre. Il y en a qui avaient déjà débuté cette façon de travailler-là. Ils vont l'intensifier. Il y en a d'autres, ils vont aller plus loin. Après ça, il y a des médecins qui travaillaient à l'hôpital, qui travaillaient à l'urgence, qui travaillaient en hospitalisation, qui sont venus prêter main forte en cabinet. Et puis, le 3e élément, on a demandé aux médecins qui allaient prendre leur retraite, pouvez-vous attendre? Ça fait 2 ans qu'on leur demande, pouvez-vous nous donner quelques mois supplémentaires? Au Québec, là, avec la pénurie de 2000 médecins de famille, on essayait d'obtenir un certain nombre de mois supplémentaires de ces médecins-là, à tout le moins jusqu'à l'arrivée des nouveaux médecins. À chaque année, au mois de juillet, il y a une nouvelle cohorte là, qui finit. Cette année, il y en aura à peu près 400 nouveaux médecins de famille qui s'installeront partout au Québec. Mais là, ça dépasse. Eux aussi. Là, vous me faites tout le plan, là, tout le plan dans l'entente, puis c'est bien, il y a des très bons points là-dedans, mais j'en reviens quand même à l'inscription des 500 000 nouveaux, là, 556 000. Est-ce qu'on peut parler d'une véritable prise en charge de tous ces nouveaux patients, ceux qui sont inscrits individuellement ou ceux qui sont inscrits via un GMF? Est-ce que concrètement, ça va vraiment changer quelque chose dans leur vie, là? Les patients qui n'avaient pas de médecin de famille aujourd'hui, ils en ont un. Est-ce que c'est une vraie prise en charge? Je le souhaite. Et oui, c'est une vraie prise en charge. 2 façons. Sur les 500 quelques mille patients, il y en a 50 à 60 000 à qui on a attribué un médecin de famille. Donc, il y a 50 à 60 000 patients à qui on a attribué un médecin de famille. Les autres, ils ont été pris en charge par un groupe de professionnels. Donc, un GMF, des médecins, des infirmières, des physiothérapeutes, des pharmaciens, etc. Et eux, ils vont appeler au 811 option 3, puis quand ils vont avoir besoin... Puis ils vont se faire envoyer à l'urgence. Non. Ils vont voir, quand ils vont avoir besoin de voir un médecin de famille, ils vont voir un médecin. Les patients, dans cette situation-là, il y en a près d'1,3 à 1,4 million. Là. Mais les médecins se sont engagés à leur offrir 1,3 à 1,4 million de rendez-vous. C'est pas rien, ça. Il y en a des rendez-vous. Il y en a tellement qu'on peut donner certains de ces rendez-vous-là à des patients qui n'ont pas eu la chance d'avoir un groupe de médecins ou un médecin de famille. Donc, ce qu'on appelle des orphelins, là, qui continuent d'attendre dans certaines régions. Parce que dans plusieurs régions, on a vidé la liste d'attente, là. Bon, donc, alors, c'est concret. Par exemple, dans quelle région il n'y a plus d'attente pour un médecin de famille? Québec, on a vidé le guichet dans certaines régions de la Rive-Sud de Québec. Dans certains réseaux locaux de services à Montréal, dans certains secteurs de Montréal, on a vidé la liste d'attente. Bon, docteur Marc-André, Laval aussi, donc Rive-Sud de Québec, Laval. Bon, ben écoutez, est-ce que, dernière question rapidement, docteur Ammiot, est-ce que vous allez monitorer, est-ce que vous allez mesurer, là, effectivement, si sur les 556 000 au cours du prochain mois, des prochains 3 mois, on va dire, combien auront été véritablement vus par un médecin de famille? Parce que tout ce qui se réalise se mesure et inversement. Allez-vous être capable de, par exemple, à l'automne, nous arriver et nous dire, voilà, voici ce que ça a donné, là, ce 2,5 % de primes supplémentaires. Ça nous a permis de donner plus de rendez-vous. Pour les rendez-vous, pour les patients inscrits collectifs, bien sûr qu'on va les mesurer. Puis ça, on va être en mesure de vous le dire. Puis moi, je suis un partisan de
si on veut s'améliorer, il faut être capable de se mesurer. Exact. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et on veut s'améliorer. Bon. Cela dit... Rapidement, on a terminé. Merci beaucoup, Dr. Amiot, mais vous pouvez revenir quand vous voulez. Merci beaucoup pour ces infos. Avec plaisir. Merci à toute l'équipe. Merci à tout le monde qui nous a écoutés. Richard Martineau s'en vient. On va souhaiter bonne chance pour ce soir. Bon match tout le monde. Bon match. Kid.